important, c'est que vous ayez l'information, d'accord? Tous les petits chichis à côté là, ce sont des problèmes techniques qui peuvent arriver. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de pouvoir faire un nouveau direct aujourd'hui. On n'en a pas eu depuis le début de l'année. On n'en a vraiment pas eu souvent. Donc, j'espère que ça va recommencer à une certaine fréquence. On a déjà plein d'experts qui sont prévus pour vous durant les prochains mois. Donc, on attend juste que le tout puisse se réaliser et puisse se dérouler comme prévu. Donc, euh, pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la page de Bâtisseur d'Impact et peut-être dans le groupe, parce que ça sera diffusé dans le groupe. Et pour tous ceux qui sont également avec nous ici dans le Zoom, j'espère que vous allez bien, bienvenue parmi nous. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle entrevue Bâtisseur d'Impact. C'est une série d'entrevues où on accueille des experts avec nous. Et aujourd'hui, on a un expert que je vais le laisser. Je vais laisser notre expert se présenter. Mais avant qu'il ne se présente, d'accord, on va se situer un peu et on va dire qu'est-ce qu'on fait par ici. Donc ici, on parle d'immobilier, on parle de finances, on parle d'argent, on parle d'enrichissement, on parle de tout ce qui va faire quoi, grossir vos comptes bancaires. On aime ça. Et on le fait à travers quoi? À travers un véhicule très puissant qu'est l'immobilier. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Guenin, courtière hypothécaire au résidentiel et au commercial. Donc, j'accompagne des particuliers, des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes comme vous à pouvoir acquérir leur bien immobilier au Canada, à pouvoir investir, à pouvoir acheter des immeubles à revenus, à pouvoir acheter leur maison, à pouvoir acheter leur nid douillet, tout simplement. Et c'est ça que je fais au quotidien. Je suis passionnée par l'éducation financière, par la littératie financière. Et pour moi, la fondation, c'est vraiment de bâtir sa prospérité sur des bases solides, des bases financières solides et durables. Donc, c'est ce que je fais. Et on a plusieurs choses qu'on vous met à disposition. D'ailleurs, on a un ImoBoot qu'on a fait au début de l'année, qui est un bootcamp sur 3 jours durant lequel on a partagé énormément de choses, des étapes pour acquérir, des stratégies, comment faire la recherche. Et on a encore eu une autre experte, côtière immobilière, qui a, qui est venue apporter sa touche d'expertise au niveau de la recherche des biens. Donc, on va vous laisser le lien, aller réécouter ce bootcamp-là sur 3 jours. C'était pratiquement 2 heures de pur contenu très intéressant durant tous ces jours-là. Donc, minute publicité terminée, on va passer à notre vrai sujet du jour, qui est un sujet très, très, très intéressant. Et c'est une personne de qualité que je vous amène. C'est une personne avec qui moi-même, personnellement, je fais affaire. Donc, moi, je vous dis, quand je vous amène quelqu'un, c'est une personne avec qui je fais généralement affaire. C'est une personne dont j'ai éprouvé moi-même des services et qui est extrêmement professionnel et doué. Donc, on a avec nous aujourd'hui Rudy Soxipé, qui est CPA, comptable agréé, et je vais le laisser dérouler tous ses autres titres. Donc, Rudy, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Oui, merci Christelle, merci de me passer la parole, m'inviter aujourd'hui. C'est un plaisir. Avec plaisir. C'est nous qui te remercions. Donc, c'est ça, je me présente, c'est bien ça. Donc, Exactement. ok, j'adore. Merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, mon nom, moi, c'est Rudy Soxipé, je suis CPA. Avant de commencer, je souhaitais une joyeuse Saint-Valentin à toutes les femmes, à toi, Christelle. Merci. Et En passant, en plus, le rose, c'était pour ça, hein. C'est juste que voilà, c'est ça, exactement. Et je fais un coucou à ma bien-aimée avec qui, justement, on travaille beaucoup dans le domaine de l'immobilier. Donc, je suis comptable professionnel agréé. Ça fait quand même quoi, une quinzaine d'années que je travaille en comptabilité. Donc, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va faire plusieurs années que je suis au Canada. J'ai d'abord été comptable dans mon pays d'origine. Et ensuite, j'ai continué dans le même domaine ici. Donc, je suis président des indices comptables CPA. La firme comptable, ça va faire quoi, 6 ans, depuis 2018 qu'elle est créée. Et on offre des services pour des particuliers et des entreprises aussi. Donc, ce sont des services principalement d'impôts pour les particuliers, impôts, planification fiscale, conseil aussi.
Et pour des entreprises, ça va être de la comptabilité info-nuagique. On va faire beaucoup d'automatisation pour réduire la charge de travail des entrepreneurs en lien avec la comptabilité, du conseil fiscal, la conformité aussi, donc être en règle avec les taxes, les impôts de fin d'année et tout. Mhm. Et ensuite, ce qu'on va offrir comme plus, comme bureau de CPA, ce sont des états financiers certifiés, des missions d'audit, des missions de compilation, d'examen et du conseil aussi pour obtenir soit des financements, des subventions, de technologie. Donc ça, c'est grosso modo le côté comptable. Mhm. Donc, comme tu le sais, Christelle, je suis aussi investisseur immobilier. Donc, comme j'ai investi à ma conjointe, on a plusieurs portes aujourd'hui. Donc, aussi dans le conseil qu'on fait, on va essayer d'assister nos clients qui veulent investir en immobilier à tirer le meilleur profit de leur argent, quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on fait, grosso modo. Excellent. On aime ça, l'optimisation fiscale. On va pas dire évasion, on va dire optimisation. Donc, Voilà. voilà. Merci beaucoup, Rudy. Riche parcours. J'aimerais juste vous dire, pour ceux qui sont avec nous dans le Zoom, n'ouvrez pas vos caméras. Je ne veux pas que vous apparaissiez dans le live, mais vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions. Et je vous recommande de poser vos questions au fur et à mesure pour être sûr qu'on y réponde parce qu'on a un temps limité. À 13 heures, on doit vraiment terminer le direct. D'accord? Donc, allons tout de suite au vif du sujet parce que je sais qu'il y a, les gens se posent des questions, on se demande, OK, sa comptabilité, c'est tout par rapport à l'immobilier, comment ça fonctionne. On va peut-être juste aller déjà au niveau de la comptabilité générale et je te poserai la question pour un néophyte, une néophyte comme moi. Quels sont les différents types d'impôts auxquels je suis assujettie? OK, disons, la fiscalité canadienne est quand même très vaste. Donc, souvent dans ma présentation, j'ai oublié de le dire aussi, je fais une maîtrise en fiscalité. Donc, c'est quand même assez lourd comme sujet. Donc, pour résumer, je résumerai en trois types de revenus. Donc, lorsqu'on a des impôts, on peut être imposé sur des revenus salariés. Donc, vous gagnez un salaire et tout. Vous avez un impôt. Il y a des variations qui peuvent, en fonction du type de salaire, des crédits d'impôt, vous pouvez être admissible. Vous avez des revenus, on dirait des revenus passifs, là, des revenus d'intérêt et tout ça, revenus locatifs. Donc, on appelle ça revenus de biens sur lesquels vous êtes imposé. Vous pouvez aussi être imposé sur du gain. Ça peut être du gain en capital. Donc, du gain en capital soit en lien avec la disposition d'un bien immobilier, des actions et tout. Et vous avez aussi des revenus étrangers. Donc, il y a plusieurs types de revenus et en fonction de chaque type de revenu, vous avez l'impôt qui peut varier, effectivement. Justement, quand on parle de gains en capital, on sait que dans l'immobilier, c'est souvent beaucoup de gains en capital parce Oui, qu'avec c'est les ça, maisons qui prennent de la valeur, exactement. Parce qu'en fait, dans le rapport d'impôt, dans le normal rapport d'impôt particulier, tous ces revenus, en fait, sont faits selon un calcul bien déterminé. Par exemple, le gain en capital sur une disposition d'immeuble va être imposé à 50%. Donc, on fait un calcul de ces revenus. Ensuite, ça donne comme un revenu total dans l'année moins les crédits d'impôt et on a un revenu imposable ensuite qui va être imposé selon un taux progressif et en fonction de votre situation à vous, il y a des crédits d'impôt. Donc, c'est difficile de dire, OK, on est sujet à tel type d'impôt, il faut, c'est vraiment au cas par cas. oui. Mais je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a un type, une classe d'actifs qui est le plus imposé ou un type de revenu qui subit le plus d'impôts? Oui, c'est une bonne question. Bon, déjà, il faut savoir que le système canadien, c'est une imposition qui est progressive. Donc, plus vous gagnez en revenu, plus vous êtes imposé. Euh, Maintenant, ça varie, c'est-à-dire type de revenu. On me dit ça varie. C'est sûr que lorsqu'on a un salaire, on est quand même pas mal imposé, mais ça vient aussi avec des crédits d'impôt. Donc, je dirais, grosso modo, les autres revenus en général vont être imposés dans leur totalité, je vais dire à 100%, mais ça vient aussi souvent avec des crédits d'impôt. Le gain en capital, lui, il va être imposé à 50%. Mais ça, c'est, comme on dit, 50%, c'est le maximum. Est-ce que c'est le maximum qu'on peut avoir? Ou il y a non, pire que disons, c'est 50%? 50% de la valeur. Supposons que vous vendez votre maison, vous avez fait 100 000 de gains, vous avez été imposé sur 50 000. Mhm.
Ouais. Mais là encore, on parle d'un immeuble, comment dire, commercial, je dirais, parce que Oui, si on se retrouve dans un cas où c'est notre résidence principale, on peut aller chercher des exemptions. Aussi, si on a un chalet, par exemple, on peut aussi aller chercher des exemptions pour gain en capital. oh, OK. Excellent, excellent. Donc, excellent. Merci beaucoup pour ça. Et si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Donc, comment puis-je optimiser mes déductions fiscales? Parce que j'ai cru comprendre qu'on a beaucoup de déductions fiscales, on a des crédits, on a plein d'affaires. Finalement, on s'y perd un peu. Et en passant, moi, quand je vous parle ici, je parle beaucoup de finances, mais moi, comptabilité, Rudy peut témoigner, je suis très, très mauvaise élève, très mauvaise cliente pour lui. Donc, je dis souvent, moi, je suis dans le futur. Les finances, ça, c'est le futur. Comptabilité, c'est juste voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et je n'aime pas trop m'attarder dessus. Mais il y a des professionnels pour ça, Dieu merci. Et Mhm. donc, les crédits d'impôt, les déductions, comment faire pour en tirer avantage? Moi, je dirais la meilleure façon d'optimiser ses impôts, c'est de parler à son comptable, son fiscaliste. C'est jamais quelque chose de facile. En fait, c'est un service qu'on offre il faut faire de la planification. C'est sûr que, comme je dis, c'est jamais comme une recette miracle. Là, ça dépend de chaque contribuable. Donc, c'est un service aussi qu'on offre à un indice comptable CPA. La meilleure façon d'optimiser déjà, c'est d'être proactif. C'est-à-dire, c'est pas quand l'année est finie qu'on se pose des questions sur est-ce qu'on va payer plus d'impôts. Non, il faut se poser la question en début d'année, faire un budget et faire une planification. C'est comme ça qu'on va savoir, OK, peut-être pour l'année à venir, compte tenu de mon revenu, compte tenu de ma situation, compte tenu des, des actions. Par exemple, je décide cette année de vendre un immeuble, de me débarrasser de certaines actions. J'ai un enfant qui s'en vient dans ma famille ou j'ai un départ du Canada. Comment je planifie ça? C'est vraiment comme ça, avec tous ces éléments, qu'on va s'asseoir avec le comptable ou le fiscaliste pour faire une optimisation. Mais je dirais, quelques idées déjà, c'est déjà d'être bien organisé. Donc, bien organiser ses affaires, sa documentation, sa situation, parce que c'est quand on communique la bonne information au comptable ou au fiscaliste qui peut aller vous chercher le crédit d'impôt. Si j'ai pas d'informations par rapport à, c'est pas un enfant, une séparation ou bien un achat que vous avez fait dans l'année, je ne serai pas capable de mieux vous conseiller. Donc, il faut déjà avoir la bonne information. Et optimiser ses impôts, c'est vraiment très vaste. C'est vraiment en fonction des cas. Si on a un immeuble locatif, c'est savoir, donc s'analyser, OK, le revenu qui Mhm. est généré par cet immeuble, c'est quoi les dépenses qui sont en lien avec ça? Comment je peux aller tirer le meilleur profit de ça? Est-ce que je prends des amortissements ou j'en prends pas cette année? Donc, il y a quand même pas mal de choses à voir. Et aussi, on a par exemple des REER. À quel niveau je cotise dans mes REER pour aller comme réduire mes impôts. Donc, c'est ça. Si on parle des crédits d'impôt, est-ce que je suis admissible est-ce que je suis aux études? Est-ce que je peux aller chercher certains crédits d'impôt? Ou étant travailleur, crédit d'impôt pour travail, est-ce que je suis admissible ou pas? Donc, ça peut être des éléments pour aller optimiser ses impôts. Si on a des enfants, il faut voir, OK, est-ce qu'ils ont des activités qui peuvent, on pourrait utiliser les reçus pour faire de l'optimisation. Si on a des enfants plus majeurs qui sont aux études, est-ce qu'il y a un transfert de crédit d'impôt qui peut être fait? Donc, c'est quand même plusieurs éléments à regarder là lorsqu'on veut faire de l'optimisation. Donc, c'est vraiment aller au cas par cas, discuter à son comptable. Ou si on est quand même à l'aise avec l'information, il y a pas mal d'informations qui est aussi sur les sites gouvernementaux, que ce soit Revenu Québec, Revenu Canada. Des fois, si on a des questions, juste en allant sur le site, en tapant des mots-clés, on a quand même beaucoup d'informations. Donc, j'invite les gens des fois à faire des recherches. Souvent, l'information est disponible, donc ça peut être facile dans certains cas de trouver des réponses. Mhm. Dans certains cas, bien sûr. Je me Mhm, souviens, il y a une année en particulier où, quand j'ai fait la transition de mon ancien comptable vers toi, une année où j'ai fait moi-même mes impôts. Et je pense que j'ai passé 2 semaines avec Canada et Revenu Québec au téléphone. Ah, en même temps, c'était fatigant, mais ça a été très intéressant parce que j'ai appris énormément de choses. Je n'arrêtais pas de les appeler pour leur poser des questions. Bien mhm. sûr, je vous recommande pas de faire ça. Je pense que c'est bien plus simple de faire affaire avec un professionnel, mais j'en ai profité pour apprendre pas mal de choses.
Oui, c'est ça. Et nous aussi, on apprend. Hein, donc, on n'a pas la, comment dire ça, on n'a pas la vérité. C'est jamais clair, c'est jamais roux, blanc ou noir. Donc, par exemple, lorsqu'on fait le cours de fiscalité, quand on commence à faire une maîtrise en fiscalité, on se contente plus nécessairement de ce qui est écrit sur les sites, mais on va aller plus loin, les jugements. Et c'est parce que des fois, pour des situations qui semblent similaires, Mm. lorsqu'on regarde les jugements, par exemple, dans les tribunaux administratifs, on peut prendre des décisions complètement différentes parce que le juge s'est basé sur des éléments. Donc, parce que chaque fois quand dans la loi, il peut y avoir une situation qui n'est pas claire, on va se référer au code civil. On va plus se référer nécessairement au texte de, parce qu'il faut, on va rentrer à la base, se poser la question, OK, lorsque le législateur avait traité cet aspect, ça réfère à quoi? Donc, ça fait que, comment on dit ça, les sources de droit, qui soient la Cour suprême, le Code civil, sont, comment dire ça, sont prépondérants par rapport, aux règles administratives. Parce que les Oh. règles administratives, en fait, se basent sur la loi pour éditer, pour faire des avis, faire des recommandations. Mhm. Mais si on se retrouve dans une situation où, justement, on sort un peu, enfin, c'est pas clair, on peut bypasser ces règles administratives pour se refaire uniquement à la loi, prendre Donc, des décisions. on peut Mhm. avoir un peu de jurisprudence là-dedans. Voilà la jurisprudence et tout. Donc, c'est jamais Ok. quelque chose de comme figé là dans le béton. Là, des fois, il faut vraiment interpréter chaque situation. Mhm. Mhm. J'ai une question très intéressante, en tout cas pour moi, qui suis entrepreneur et à la fois travailleur autonome, parce que je suis travailleuse autonome en tant que courtière hypothécaire pour l'instant, Mhm. et je suis chef d'entreprise d'une entreprise incorporée. Quelles sont les obligations fiscales d'un travailleur autonome ou d'un entrepreneur? Bon, disons, sur un plan d'avoir strictement, donc juste pour recadrer, c'est un plan strictement comme légal, là. Tu as un travail autonome qui est, si on va au niveau du registre des entreprises, c'est une entreprise individuelle. C'est-à-dire ton entreprise et toi, personnellement, vous faites qu'une seule même entité. Et il y a l'entrepreneur qui, lui, a une compagnie, par exemple, incorporée, dont la personnalité juridique est complètement différente de sa personnalité même. Donc, si on prend le cas des travaux autonomes entre individuels, c'est-à-dire votre entreprise à votre nom personnel, déjà, ce qu'il faut savoir que la déclaration pour une telle entreprise se fait au même moment que sa déclaration personnelle. Donc, c'est inclus, c'est le formulaire T21-25. Et déjà, en termes de délai, c'est, par exemple, on a tous les mêmes délais pour payer. Donc, par exemple, payer ses impôts au Canada, que ce qu'on soit travaux autonomes ou salariés, c'est le 30 avril, c'est le délai pour faire le paiement. Donc, on doit déclarer et payer. Pour une personne qui n'est pas travaux autonome, il doit aussi pouvoir faire sa déclaration le 30 avril ou plus tard. Mais pour un travail autonome, par exemple, le délai, ça peut aller jusqu'au 15 juin, si je ne me trompe pas. Je peux encore regarder mes notes, mais ils ont comme un délai un peu plus éloigné pour faire la déclaration, bien qu'ils doivent quand même payer avant le 30. Donc, Mhm. des fois, l'un des problèmes que je vois aussi avec les travaux autonomes, des fois, c'est qu'ils vont se retrouver en fin d'année avec une grosse facture fiscale à payer parce que Oui. il n'y a pas eu de retenue comme pour un salarié en cours d'année. Donc, ce qu'on Ah oui, recommande, oui, ça peut être très salé, ça. exactement, c'est très, très récurrent. Même avec toute la bonne volonté, des fois, je me rappelle au début, quand je commençais avec les clients, je leur disais, OK, euh, lorsque tu te lances en entreprise, crée-toi un second compte où tu vas épargner les taxes, les impôts et pouvoir payer en fin d'année. Mais des fois, c'est très difficile pour un entrepreneur, surtout lorsqu'il est confronté à des enjeux de respecter. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de payer des acomptes provisionnels. On a fait un estimé et comme à chaque mois, chaque 3 mois, c'est de payer ces acomptes-là. Donc, ça sont des choses qui vont éviter qu'on se retrouve une grosse facture fiscale. En plus, les obligations, c'est vraiment pour un travail autonome. Avoir sa comptabilité bien faite, ça, c'est quand même important parce que si vous faites vérifier, ça va être vraiment d'abord basé sur votre comptabilité, la documentation, bien garder ses factures et tout. Euh, des fois, souvent, ce qui va se passer aussi, c'est qu'on mélange beaucoup. Quand on est travaux autonomes, on va mélanger les affaires personnelles et professionnelles. Donc, nous, Mhm. ce qu'on recommande, même si c'est, comment dire, l'entreprise confrontée à vous, avoir un compte bancaire séparé
de vos activités personnelles, compte bancaire, carte de crédit vraiment séparés. Ça facilite beaucoup le travail au comptable. Ça fait qu'il n'y a pas de mélange. Et aussi, ne pas confondre les transactions personnelles et professionnelles. Je prends par exemple le cas de ce qui revient pour les cas de repas et représentation. Des fois, Mhm. ce sont des reçus qui reviennent beaucoup, mais ce qu'il faut noter, c'est que dans la loi, normalement, les repas, le repas est fait pour le cas où vous faites du développement d'affaires, vous rencontrez des clients. Donc, c'est le repas du client qui, lui, est déductible. Le nôtre ne l'est pas. Donc, il faut quand même faut faire attention à ça parce que si vous dînez avec un client, la facture du client va être déductible, mais la vôtre n'est La pas vôtre n'est déductible. C'est pas pour ça qu'on déductible. prend la règle de 50%. Mais encore là, par exemple, si vous prenez un sandwich par vous-même, peut-être à l'occasion, c'est pas, normalement, c'est pas déductible. Donc, souvent, ce sont les petites choses à savoir. Et après, on a par exemple, le kilométrage. Ici, je prends des dépenses des fois qui peut être mises, Problématique. qui peut être Mhm. problématique pour les entrepreneurs. Je prends le cas du kilométrage aussi. Des fois, c'est quelque chose qu'on va constater que c'est pas très clair pour les entrepreneurs. Donc, c'est important de faire, si vous utilisez votre auto pour l'entreprise, pour rencontrer des clients, faire du plan d'affaires, c'est important de faire un suivi. Aujourd'hui, il y a des applications qui existent quand même qui existent, qui permettent d'avoir comme une historique de Est-ce que tu peux parcours. nous donner une idée des applications pour ceux qui peuvent se poser la question? Ah, il y en a beaucoup, hein, quand on peut taper sur Internet, suivi kilomètre, il y en a beaucoup. OK, Mais, pour par suivre le exemple, kilomètre. j'utilise QuickBook, qui est comme le logiciel que j'utilise le plus pour mes clients. Aujourd'hui, ils offrent l'option de faire un suivi de kilométrage avec l'application. Donc, si vous Oh, l'avez pour super, votre comptabilité, ben, vous l'utilisez aussi pour le suivi de kilométrage. Donc, super. il y a ça. Et ensuite, le bureau à domicile, qui des fois aussi, ce sont des charges qui sont souvent difficiles à calculer là. Ouais. Donc, c'est important de bien documenter pour que ça cause pas de problème dans le futur, quoi, pour le comptable. Mhm. OK, OK. Bah, j'ai une question concernant justement les charges de bureau à domicile, parce que Mm. parfois les personnes peuvent se demander qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui n'est pas déductible, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui est admissible comme dépense en fait. Ah, OK. Le bureau à domicile, il faut comprendre déjà que le bureau à domicile, normalement, à la base, c'est admissible dans le cas où vous recevez des clients chez vous ou bien à domicile dans le cadre de votre travail. Normalement, c'est ce que la loi, c'est ça l'esprit de la loi. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le fait qu'on travaille beaucoup à distance, les bureaux, donc il y a comme une petite zone d'ombre, c'est-à-dire il y a des personnes qui ne vont pas nécessairement recevoir des clients, mais c'est vrai qu'il y a encore des clients virtuels. Donc, ça fait que j'ai pas encore eu une vérification où vraiment on a été clair sur est-ce que parce que je travaille de la maison, c'est complètement déductible. Pour l'instant, on prend la dépense, mais juste il faut comprendre que l'esprit de la loi, quand normalement une dépense admissible à domicile, c'est parce on est capable de recevoir des clients. Mhm. Bon, maintenant, pour le calcul, en général, on va aller vers, il y a plusieurs façons de calculer, mais disons, l'une des méthodes, parce qu'il peut y avoir plusieurs méthodes, l'une des méthodes, c'est vraiment aller prendre la superficie occupée par le bureau à domicile. Et cette superficie-là, le pourcentage de cette superficie par rapport à la superficie totale, on va l'appliquer aux charges globales de la maison. C'est-à-dire, on va prendre, par exemple, un loyer ou les intérêts hypothécaires dans le cas où on est propriétaire, hydro, Internet, dans toutes les charges fixes de la maison, on va multiplier par le pourcentage d'utilisation. En plus, à ça, on va ajouter des frais directs en lien avec le bureau. Donc, si on a acheté du mobilier du bureau, ça peut être déductible à 100%. Si on a acheté un ordinateur, un fauteuil de travail, on a fait de l'aménagement d'un espace pour le bureau, lui, ça va être déductible à 100%. Est-ce Les que ce autres sont des charges qui charges qu'il sont, faut amortir parce qu'un ordinateur, on va considérer que tu ne vas pas l'utiliser seulement pendant un an. Est-ce qu'il faut amortir toutes ces charges-là? oui, c'est une immobilisation, on peut l'amortir, mais souvent en pratique, ce qu'on va faire, c'est si ce ne sont pas des, moi, au niveau de la comptabilité, quand c'est en dessous de 1000 $, même si c'est un ordinateur, ben, on peut réclamer la dépense au total. C'est vrai qu'on peut l'amortir là, mais si la valeur n'est pas OK, significative, on peut prendre au complet. OK, d'accord. Mhm. Alors, j'ai Daniel qui a une question. Est-ce que Daniel, vous voulez ouvrir votre micro?
Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Oui, ma question était, j'ai levé la main Bonsoir. parce que ma question allait tout droit avec celle de Christelle, la précédente, qui parlait vous avez parlé d'une coopérative et une entreprise de personnes. Euh, Ma question est celle de savoir, en tant que salarié et qui a un revenu un peu au-dessus de 150 000 $, quel pourrait être l'état juridique de l'entreprise la plus meilleure pour la personne? Est-ce que, en tant que comptable, vous recommanderiez d'avoir une entreprise personnelle, donc unipersonnelle, ou alors une coopérative pourrait être la meilleure? Merci. Donc, ça, tu m'excuses, mais il y a eu quelques coupures. Je ne sais pas si j'étais le seul As-tu Je compris pense la que j'ai... question? Daniel, est-ce que vous pouvez juste peut-être répéter rapidement si qu'est-ce qui est meilleur entre quoi et quoi? Quelle, quelle est la meilleure entreprise, quelle est la meilleure forme juridique entre une entreprise personnelle, donc unipersonnelle, et une entreprise coopérative? Par exemple, pour une personne salariée déjà. Une entreprise coopérative. Moi, je sais pas c'est quoi. Donc, Bon, moi, je pense qu'il y avait pas l'incorporation. ok, Oui, une l'incorporation. incorporation, oui. Ok. Mhm. Ouais, ouais, c'est mentionné. Oui, oui, merci Daniel pour la question. Donc, comme, comme tout bon professionnel, on va toujours dire ça dépend. C'est jamais quelque chose de clair, ça dépend vraiment de chaque situation. Mais juste pour vous donner une autre grandeur, moi, en général, si vous ne faites pas beaucoup de revenus, si vous n'avez pas d'employés, si vraiment votre entreprise, c'est juste vous et que les revenus, par exemple, générés par l'entreprise, vous l'utilisez au complet en fait, pour vos besoins à vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de fractionner les revenus et tout, en général, dans une telle situation, une entreprise individuelle devrait être correcte. Donc, je prends par exemple le cas dans la construction où c'est pas euh, un, un- comment dirait ça, un conseil financier et tout. Donc, si votre entreprise, c'est juste vous seul, vous n'avez pas d'employé, s'il n'y a pas beaucoup de risques aussi, parce que l'une des choses pourquoi on fait les corporations, c'est pour se protéger de certains risques. Et je dirais une entreprise individuelle, ça devrait être correct. Maintenant, si on commence à faire des revenus importants, on a des actifs, on a du personnel, on a des risques que peut-être qui sont en lien avec l'activité qu'on fait et qu'on voudrait protéger nos actifs personnels. Là, on va aller vers l'incorporation. Mais c'est toujours, comme je dis, une analyse à faire vraiment pour chaque situation. C'est de voir aussi vos projets de vie parce que une incorporation aussi, l'avantage souvent pourquoi on va vers l'incorporation, c'est parce qu'on peut faire par exemple de l'investissement directement via l'incorporation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est entreprise individuelle, on se fait imposer sur tout le revenu qu'on gagne comme travaux autonomes. Alors que dans une incorporation, on peut faire du fractionnement. Supposons que vous gagnez, l'entreprise génère 200, 300 000 de ventes. Vous pouvez décider de vous verser seulement 50 000 de salaire, par exemple. Donc, ça fait qu'en bout de ligne, vous allez facturer 50 000 et les revenus non imposés vont être comportés dans l'entreprise jusqu'à ce que vous les décaissiez. Donc, ça dépend. Chaque situation a ses avantages, ses inconvénients. Merci. Merci. OK. Donc, merci beaucoup pour votre question, Daniel. On va tout de suite regarder un peu les questions du côté immobilier parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à l'immobilier de ce côté. Donc, une question vraiment générale, très générale, c'est quoi les avantages fiscaux hein, liés à l'investissement immobilier? Pourquoi quelqu'un investirait dans l'immobilier plutôt que, je sais pas, peut-être dans la bourse ou dans plein d'autres affaires? Oui, c'est une bonne question. Je dirais, des fois, c'est plus une question financière que fiscale parce que euh, quand on se lance en immobilier ou en bourse, souvent, peut-être la première question n'est pas nécessairement la fiscalité, je pense. C'est peut-être plus qu'est-ce qui est comme bon pour moi à long terme en termes de revenus, je pense, et tout. C'est ça, c'est mon point de vue.
Mais c'est sûr que l'immobilier a plusieurs avantages déjà. Donc, se lancer en immobilier, déjà, il y a des avantages, comment on peut dire ça, d'office qu'on peut aller chercher. Donc, si vous avez une résidence principale, comme j'ai dit au début de mon propos, vous allez chercher une exonération en gain en capital que vous n'aurez pas, par exemple, si vous achetez des actions. Donc, vous avez une maison principale dans laquelle vous avez vécu et demain, vous décidez de la vendre, ben, vous ne payez pas d'impôt dessus parce que c'est votre résidence principale. Aussi, en immobilier, tant que vous n'avez pas vendu, vous ne payez pas d'impôt. Ouais, tant que vous n'avez pas vendu, vous ne payez pas d'impôt. Donc, la valeur de la maison peut augmenter, diminuer, ainsi de suite. Vous ne payez pas d'impôt. J'ai une question. Oh, oui, vas-y. Est-ce qu'on paye de l'impôt sur au niveau du changement du droit d'usage? Oh, bon, oui, ça, c'est autre chose. Hey, tu vois, je suis une On, bonne élève. Voilà, exactement. Non, non, ouais, c'est ça. La notion du droit d'usage, en fait, c'est si on décide de soit occuper une maison à titre de résidence principal ou on veut déménager d'une maison qui était notre résidence principale. Donc, parce que quand il y a changement du droit d'usage, souvent, vous déménagez de votre maison et vous la mettez en location. C'est un changement de droit d'usage. Ou vous quittez d'une autre maison pour une nouvelle, c'est un changement de droit d'usage. Une nouvelle ou qui était en location avant, et là, vous l'occupez à titre de résidence principale, ça devient un changement de droit d'usage. Donc là, la législation demande à ce qu'il y ait une disposition présumée de la maison et paiement d'impôts. Mais pour éviter cela, il y a des règles à respecter, il y a un document à compléter qu'on va envoyer au gouvernement pour demander un report de cette imposition. Donc le coût soit imposé immédiatement lorsqu'il y a changement de droit d'usage. Donc ça se fait. Mais si on revient à la première question pour les avantages, j'avais parlé des exonérations de gains en capital. L'immeuble aussi, tant que vous ne l'avez pas vendu, vous ne payez pas d'impôt. Contrairement à la bourse, par exemple, où si vous avez des actions qui ne sont pas dans des comptes enregistrés, la variation, s'il y a une plus-value, vous pouvez être imposé sur cette plus-value-là. Vous allez recevoir un formulaire du gouvernement. Donc, tant que vous détenez des fois des variations, c'est pour ça qu'il est recommandé d'investir peut-être dans des véhicules comme le CELI ou le REER ou le CELI App qui est venu dernièrement, qui, eux, sont des véhicules qui permettent qui viennent avec des avantages fiscaux. Ça veut dire que si j'investis à la bourse, mettons, j'achète pour 100 000 dollars d'actions et à la fin de l'année, je suis rendu à 150 000 de valeur, je suis imposé sur les 50 000. Même si l'année suivante, mes actions chutent à 25 000, il reste plus rien. Je suis quand même imposé sur ça. Ça dépend. Il y a des fonds où vous recevez des relevés des T5. Oui. En fait, c'est quoi? Quand vous investissez en bourse, vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des obligations, vous pouvez acheter plein de choses. Donc, ça dépend, c'est qu'est-ce qui est dans les fonds. En général, ce sont des actions. Oui, c'est vrai que la variation, des fois, dans certains fonds, va pas être imposée. Donc, vous allez avoir une valeur qui varie. Et puisque vous n'êtes pas disposé, vous allez juste avoir l'information par rapport à la valeur. Mais il y a des actions où vous avez des dividendes qui vont être Ah oui. reçus. Oui, Donc, oui, à c'est ce vrai. moment, c'est imposé. Mais c'est vraiment, comment dire ça? C'est avec l'institution financière, des fois, qu'on va savoir, parce qu'on reçoit des relevés. Des fois, on reçoit des relevés, on ne sait même pas ce que c'est. On sait que, ben, voilà, on a aussi un relevé où on doit payer, c'est pas, vous avez- vous recevez un relevé avec 10 000 de revenus, un 15 000, ça dépend, et Ça. c'est ça Si le j'ai un montant. fonds en particulier, là, j'avais perdu de l'argent, mais à la fin de l'année, on m'envoie relevé, je dois payer de l'impôt. Je suis comme, c'est quoi cette affaire? Bon, bref, Ouais. je comprends pas toujours, mais Peut-être bon. ça peut être des dividendes, des revenus d'intérêt, ça dépend. Au niveau financier, c'est vraiment tout un autre domaine là qu'il Ouais. faut voir. OK. Donc, c'est ça, oui. On était au niveau des avantages liés à l'investissement immobilier, des avantages fiscaux, en tout cas. Mhm. Oui, c'est ça, j'en ai cité deux, dont Oui. l'exemption, l'imposition, c'est vraiment la disposition qui sont possibles. Vous pouvez aussi aller chercher des déductions dans des dépenses. Donc, vous entretenez votre immeuble et tout. Tant que ces dépenses sont en lien avec l'immeuble, oui, c'est déductible. Donc, ce sont les avantages qu'on peut aller chercher. Donc, c'est ça, le gain en lui-même sont imposés à la disposition, imposé à 50%. Donc, c'est aussi un avantage là.
C'est ça, vous pouvez prendre des amortissements. Donc, si l'immeuble locatif, parce que tu ne peux pas le prendre sur, si l'immeuble locatif, vous avez un résultat positif en fin d'année, vous pouvez aller chercher, prendre de l'amortissement pour réduire ce revenu-là. Donc, il peut y avoir comme ça plusieurs stratégies. Après, maintenant, il y a d'autres stratégies un peu plus élaborées comme le MAPA, la mise à part de l'argent qui peut être utilisée pour vraiment bénéficier de la déduction des intérêts là, sur notre maison principale. Mhm. Parce que normalement, l'intérêt sur la résidence principale n'est pas déductible. Mais avec la stratégie à MAPA, on peut, comme, de façon indirecte, aller chercher une déduction d'intérêt. Mhm. Donc, c'est ça, c'est un peu ça, quelques stratégies là. Oh, nice. Intéressant, intéressant. Donc, je sais pas s'il y a des questions dans le... Oh my God, j'ai oublié de regarder s'il y avait des questions dans Facebook, mais je vais y aller. Mais vu que tu parlais tantôt de capital, d'intérêt, j'ai des personnes qui se demandent souvent, mais comment est-ce que je vais faire pour payer de l'impôt alors que n'est pas rentable? Et moi, de ce que je sais, c'est que ben, le gain, en tout cas, quand tu rembourses ton, ton paiement hypothécaire, tu as la partie capitale, tu as la partie intérêt. Et Mhm. donc, la partie capitale n'est pas déductible, il me semble. Donc, il se pourrait Oui, bien que exactement, ton c'est ça. immeuble ne soit pas rentable, mais que tu payes quand même de l'impôt. Oui, oui, c'est ça exactement. Donc, ça Donc, arrive est-ce que tu peux beaucoup de expliquer fois. un peu la déduction des intérêts? OK. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le paiement que vous avez à chaque mois pour votre hypothèque, il y a une portion qui est capitale et une portion intérêt. Quand nous disons comme portion capitale, c'est vraiment un peu comme de l'épargne qu'il faut voir. C'est comme si c'est votre argent que vous prenez, vous mettez dans un compte d'épargne. Mais dans d'autres cas, c'est de l'argent qui part rembourser une dette. Donc, c'est un peu que c'est l'argent que vous avez pris, mais que vous remettez. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une charge. Alors que l'intérêt, ça, c'est comme la facture de la banque. C'est-à-dire, OK, sur la dette que tu leur dois, ils vont faire un calcul de l'intérêt, donc selon le taux d'intérêt qui est en vigueur. Et ça va être comme une facture mensuelle ou annuelle qu'ils vous font payer à chaque mois. Or, cette facture-là, donc cet intérêt-là, lui, ça va être déductible. Donc, on peut avoir des situations, on paye beaucoup en, supposons, dans l'année, vous avez payé, c'est pas moi, 30 000 en termes de paiement hypothécaire. Mais peut-être dans ces 30 000 là, les intérêts, c'est peut-être juste 10 000. Donc, ça fait que quand vous avez fait votre état financier, donc, si on prend, supposons les revenus de l'immeuble sont de 25 000. Donc, si vous prenez 25 000 moins le 30 000 de paiement hypothécaire, vous êtes déficitaire, vous avez moins 5 000. Il faut que vous sortiez de l'argent de votre poche pour compléter les paiements hypothécaires. Mais cependant, quand vous faites vos états financiers, ça va être 25 000 moins le 10 000 d'intérêt, c'est pas moins le 30 000. Donc, ça fait que C'est finalement, ça. vous avez un 15 000 de net sur lequel il faut payer de l'impôt, bien que vous avez payé plus d'intérêts que les revenus encaissés. Donc, il y a la notion de trésorerie et la notion de rentabilité là. Intéressant. Et Mm. bon, ce qui peut être un peu intéressant de ces temps-ci avec les taux élevés, les gens se plaignent des taux élevés, mais parfois les taux élevés, c'est pas si pire. Ça peut être un mal pour un bien parce que ça fait plus d'intérêt à déduire. Oui, c'est sûr, ça fait plus d'intérêt à déduire. Ça fait mal dans les poches là, de payer plus en intérêt qu'en capital, mais bon, sur le point de vue fiscal, on va chercher une bonne déduction. Pour des gens qui ont des hauts revenus encore, ça peut être intéressant parce que ça représente à peu près, ça peut facilement représenter 30-40% d'économie, c'est-à-dire l'impôt qu'on aurait payé sur ce revenu-là. Donc, c'est, ouais, ça peut être un aspect positif, Mal effectivement. pour un bien. Donc, j'ai une question ici de Cara qui demande, concernant un immeuble locatif à 100% et qui par la suite devient notre résidence principale, y a-t-il une imposition sur le gain en capital au moment de la vente? Donc, c'était locatif à 100%, ensuite, elle habite. Est-ce qu'il y a une imposition sur le gain en capital à 100, sur le gain en capital au moment de la vente? Ah oui, parce que le calcul qui se fait, en général, si on a pu occuper l'immeuble pendant toute la durée, à titre de résident principal pendant toute la durée de la détention, on va pas payer d'impôt. Mais si, pour,
pendant une certaine période, on l'a mis en location, oui, parce qu'à ce moment-là, le gain en capital, on va calculer un gain en capital annuel moyen et c'est lui qui va venir et c'est ce calcul-là qui va, supposons que vous avez détenu la maison pendant 10 ans. Sur les 10 ans, vous avez occupé pendant 6 ans comme résidence principale. Donc, ça fait qu'il y a 4 ans que vous l'avez eu en location. Donc, on va calculer le gain en capital, on va le diviser en 10, donc trouver le gain en capital moyen sur les 10 ans et multiplier par 4. Dans les 4 années où vous l'avez mis, vous l'aviez en location, à ce moment-là, ça va, lui, on va payer de l'impôt là-dessus. Aussi, quelque chose qu'on regarde, là, quand tu discutes avec le fiscaliste, parce que si vous occupez une résidence principale et que vous avez une résidence secondaire, sachez qu'il y a un seul des immeubles qui va avoir gain en capital. Donc, des fois, qu'est-ce qu'on va faire? Avant, d'aller chercher l'exonération, c'est toujours important de regarder lequel des immeubles génère le plus de gain en capital. Donc, souvent, les personnes vont vouloir rapidement bénéficier des exemptions maintenant, alors que, par exemple, ils ont un chalet qui prend plus de valeur que leur maison résidence principale. Donc là, ils disposent de la maison résidence principale, ils décident de prendre l'exonération, mais ils oublient que peut-être dans 1 ou 2 ans, lorsqu'ils vendront le chalet, ils vont payer plus d'impôts sur le chalet qu'ils n'auraient payé sur la résidence principale. Donc, c'est souvent un calcul à faire. Donc, si vous vous rendez compte que votre résidence secondaire, chalet, par exemple, a plus de valeur que la résidence principale, donc des fois, bien que c'est votre résidence principale, ça vaut la peine de payer l'impôt là-dessus. Et plus tard, lorsque vous vendrez votre chalet, parce que vous l'occupez souvent à titre, c'est votre résidence secondaire, vous pouvez aussi aller chercher les pensions, vous prendrez les pensions sur le chalet. Oh, c'est intéressant cette nuance-là. Il faut Mhm. vraiment analyser, faire une analyse globale de son portefeuille. Oui. Euh, avis à mes amis investisseurs avec beaucoup, beaucoup d'immeubles. Donc, j'ai une question. Je sais que le temps court, mais j'aimerais pas qu'on finisse sans parler de REER, CELI, CELIA, parce que ce sont des produits accessibles à tout le monde et parfois les personnes ne comprennent pas quelle est la différence entre ces trois produits-là. Est-ce que tu peux Mhm. nous en parler un peu plus? Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les CELI, CELI A, REER et d'autres aussi qui existent, ce sont des véhicules financiers. Ce ne sont pas des produits en tant que tels, mais ce sont des véhicules. C'est-à-dire, si vous allez investir en bourse, vous pouvez investir dans le même fonds, soit directement, soit à travers un REER. Et pourquoi on va vers ces comptes-là? C'est parce que ce sont des comptes qui sont des comptes enregistrés. Donc, ils sont tous enregistrés auprès du gouvernement, qui viennent avec des avantages. En général, ils sont rattachés avec des avantages fiscaux. La différence qui peut, bon, je prends grosso modo parce que on peut aller dans les détails. Un REER, lui, l'idée, comment dire ça, la conception du REER, c'est vraiment fait pour la retraite. Donc, ce qui fait que le montant qu'on met qu'on vient d'investir via un REER, donc, c'est parce que, comme je dis, le REER, c'est pas un produit, Oui, c'est un véhicule. un véhicule. Voilà, l'investissement qu'on va faire via le REER, c'est l'argent qu'on aura investi via le REER, lui, va être déductible de notre déclaration. Mais il y a une limite de 18% des revenus, donc il n'y a pas tout ce qu'on met, mais l'argent qu'on va mettre dans le REER va être déductible dans notre déclaration et va être imposable au retrait. Donc, l'objectif, c'est de garder cet argent jusqu'à la retraite. Si on l'a retire avant, tous les revenus sont imposés à 100%, puisqu'on l'avait déjà déduit. Donc, on va recommander de garder jusqu'à la retraite. Et lorsqu'on prendra la retraite, c'est le transfert dans un autre fonds qu'on appelle un fait. Donc, à 70 ans, je pense que c'est ça, 70 ans, si je ne me trompe pas, on n'a plus le droit d'avoir un réel. Il faut le transférer dans un fait pour pouvoir le retirer de façon progressive. Donc, c'est ça le réel. Le CELI, lui, il est conçu vraiment pour des gens qui veulent tirer le profit de leur investissement à court terme. Donc, c'est pas fait pour la retraite, c'est vraiment fait pour le court terme. Donc, ce qu'on va investir, par exemple, en bourse ou n'importe quoi via notre CELI, lui va être exonéré d'impôts. Donc, les retraites à ce moment sont exonérés d'impôts. Donc, quel que soit le gain que vous réalisez, vous ne payez pas d'impôts. Et ça aussi, c'est une limite. Le réel, lui, il avait une limite de 18% de revenus. Le CELI a une limite je pense qu'on est rendu à 7 000, là, si je ne me trompe pas. Là, je peux regarder mes notes, mais c'est Oui. comme une On dirait limite. que chaque année, ça change un tout petit peu. Voilà, il y a une limite annuelle cumulative. Donc, je pense qu'on est rendu cumulatif. Je pourrais regarder, on est rendu quand même. Petite euh, question que certaines personnes pourraient se poser. Si je sors l'argent du CELI, est-ce que
non. Si je cotise au CELI et que je ressors cet argent, je peux quand même récupérer la place que j'ai sortie. Est-ce que le REER, ça fonctionne de la même façon? Exemple, j'avais cotisé 10 000 au REER, je sors 10 000. Est-ce que je peux recotiser pour ce même 10 000? Non, non, le réel, non. La seule façon de garder ça, c'est de faire ce qu'on appelle un RAP. Donc, lorsqu'on fait un RAP, là, on peut rembourser la portion d'argent qu'on a retirée. On a retiré. Le Mais RAP, pour si ceux on qui ne savent retire, pas. voilà, si on retire un réel d'un coup, on perd cette capacité-là qu'on avait à cotiser pour ce montant. C'est comme si c'était utilisé, on ne peut pas le réutiliser une deuxième fois. Mhm. Mhm. Pour ceux qui ne Et savent pas, c'est quoi le rap? On se dit rap, tu es en train de rater. Le rap, oui, c'est quoi? c'est tout un autre sujet. C'est vrai il y a pas mal de sujets à dire là. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dire aujourd'hui. Mais Mais rapidement, pour, au moins, c'est quoi un rap? oui, le RAV, c'est du régime d'accès à la propriété. Comment dire, c'est une option, c'est une facilité donnée qui est accordée aux premiers acheteurs principalement, ou dans certaines conditions, les gens qui ont acheté, mais qui sont restés plusieurs années sans immeuble. Donc, ça permet en fait d'aller dans ces REER, retirer une portion du REER sans être imposé là-dessus. Mhm. Donc, en général, c'est recommandé pour des premiers acheteurs pour les aider à faire leur mise de fonds. Donc, moi, je recommande aux gens de le faire. Là, c'est quand même un bon avantage de retirer cet argent sans impôt. Mais on a 10 ans pour le rembourser. Mhm. Donc, on peut retirer soit pour acheter un premier meuble ou aussi pour les études. Donc, souvent, les gens ne le savent pas. Si vous retournez aux études à temps plein et que vous avez un RAP, vous pouvez être admissible à rapper. Donc, je pense que c'est un maximum de 20 000. Et le RAP, je pense, c'est un maximum de 35 000. 35, oui, 35 000. Ouais. Mhm. Donc, CELI, on connaît la différence entre le CELI, entre le REER. Maintenant, le CELI App, c'est quoi cette petite Le bébite-là CELIAP, qui est née l'année dernière? voilà, c'est une nouvelle tendance, je dirais. Là, c'est quand même un bon, je ne voulais pas dire produit, mais c'est un bon véhicule parce que ça combine les avantages du CELI et du REER. Donc, c'est-à-dire, lorsque la cotisation que vous mettez dans un CELI peut être déductible dans votre rapport d'impôt, mais le retrait, lui, va pas être imposable, comme dans le cas du CELI. Donc, c'est ça le gros avantage. C'est disponible uniquement aux premiers acheteurs aussi. Je pense un maximum de 40 000 avis et on est rendu à, je pense, 8 000 par année actuellement. Dans une année, vous pouvez cotiser maximum 8 000. Donc, ça a commencé l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'actuellement, les gens pourraient cotiser maximum 16 000. Donc, plus le temps va aller, on va augmenter, mais ça va être plafonné à 40 000 qu'on peut Mhm. utiliser. Donc, lorsqu'on a mis l'argent dans le CELI, qu'on le retire, il faut savoir que le retrait aussi, il faut qu'il soit utilisé pour une mise au fond d'une maison. Parce que s'il n'est pas utilisé pour une maison, ça se peut que vous soyez imposé là-dessus. Mhm. Parce qu'il faut que c'est le réel, on appelle ça un retrait, il faut que ça soit un retrait admissible. Oui. Fait que, merci. On pourrait en dire plus. Je sais que ton temps est limité. Ouais, Euh, c'est la période des impôts, là, ça fait que beaucoup de travail actuellement. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Rudy. On va vous laisser ses coordonnées ici. Et si vous tapez son nom là, indice comptable CPA, indice CPA comptable ou comptable Mhm. CPA. Oui, moi, Bref. une question, si tu permets, j'ai pas levé la main. Oui, Bruno, vas-y, vas-y. Ma question, c'est de savoir si j'achète un Plex en utilisant le Steli App et que finalement je ne l'applique pas, quel est le risque pour moi? Mais si j'achète comme propriétaire qui doit occuper le logement. Hmm, je dirais que c'est une bonne question à discuter avec votre banquier ou votre courtier. C'est-à-dire moi. Ouais, voilà. Il y a des choses, je ne veux pas dire, il y a des Il y choses a à des choses qu'on ne peut pas considérer. dire publiquement. Exactement. Je pense qu'il faut discuter, mais la règle, c'est que ça doit être votre résident principal. Normalement. Mais c'est mieux de discuter avec votre courtier pour qu'il vous donne des options. Oui. C'est ça. Et en Mhm. fait, je dirais même au-delà du courtier ou du banquier, c'est vraiment, vraiment quelque chose à valider.
comment on dit, c'est pas, tu vas pas discuter avec le gouvernement, tu vas pas négocier avec eux, les règles sont claires, mais il Voilà, c'est ça. faudrait comme les appeler pour demander un peu c'est quoi les risques. Donc, En fait, les nous, règles on sont connaît claires les en risques, fait. mais c'est sûr qu'on ne peut pas en parler parce qu'on ne veut pas contourner les règles là, mais C'est ça. quand vous discutez avec la banque, ils peuvent trouver un moyen de vous accommoder. Mais la règle, c'est qu'il faut que l'argent que vous sortez de votre CDA vous aide à acheter une maison que vous voulez habiter habituellement. Je ne sais pas si c'est clair, la réponse. Oui, Oui, merci. Je suis en voiture en même temps, c'est pour ça. Merci. De rien. parfait. Fait que j'ai plein d'autres questions, mais on va peut-être faire une deuxième séance. On va voir. On va te Ouais, c'est vrai qu'on laisser. avait beaucoup de questions là à traiter, mais le temps fait défaut un peu. Attends, tu as juste une petite question. Est-ce que si j'achète mon immeuble et je fais du locatif et j'habite là aussi, quel est le pourcentage des impôts que je paye? Ça, je pense que la réponse sera rapide. Oui, en fait, c'est une situation qu'on voit régulièrement. Là, ce sont en fait, on doit toujours faire comme un partage du revenu, même pas du revenu, des dépenses entre la portion que toi tu occupes comme propriétaire occupant et des revenus locatifs. Donc, lorsqu'on fait sa déclaration en fin d'année, les revenus locatifs vont être comme considérés à 100%. Les parties, les dépenses directes liées à ce logement aussi vont être déductibles à 100%. Mais les autres charges qui sont comme des charges communes à l'immeuble, eux, il faut faire un prorata d'occupation aussi. Si c'est un duplex, vous occupez 50-50%, mais ça, c'est 50-50% des dépenses. Si vous allez occuper un appartement dans un quadruplex, ben, ça va être un cas. Donc, quand il n'y a pas de dépenses communes, c'est principalement les taxes foncières, les intérêts sur l'hypothèque, hydro, si vous n'avez pas fait une séparation des compteurs, ça va être des assurances aussi. Donc, c'est ça. Mhm. Merci beaucoup. Merci, Rudy. Je n'aimerais pas qu'on termine sans que tu ne laisses tes coordonnées. Comment faire pour te rejoindre pour ceux qui auront d'autres questions? Oui, c'est ça. Donc, la firme, comme je dis, c'est Indice Comptable CPA. Vous pouvez aller sur notre site. Là, vous avez toutes nos informations www.indicecomptablecpa.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe en allant sur le site. Euh, Actuellement, c'est la période des impôts. Je pense qu'on a bâti comme un formulaire d'intérêt pour des personnes qui veulent faire leurs impôts avec nous. Je pourrais partager le lien dans le chat. Mhm. Donc, si vous décidez si vous cherchez encore un comptable et tout, vous pouvez nous contacter. On va pouvoir vous aider. Donc, on a fait un formulaire d'intérêt. Vous mettez juste votre nom, adresse courriel et nous, on va vous envoyer les informations là pour faire vos déclarations. Vous pouvez aussi Est-ce, m'écrire directement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un vous numéro aurez- de téléphone auquel vous rejoindre, enfin, la firme? Oui, plutôt sur le site, mais le numéro de téléphone, c'est 514-700-7440. Ça, c'est le numéro général. Excellent. Donc, avec ça, vous allez me joindre directement ou bien l'adjointe de l'entreprise. Excellent, excellent. OK. Donc, merci beaucoup. Vous avez toutes les informations ici dans le chat et on va les mettre aussi sur Facebook. Je sais que la Ouais. comptabilité, ça peut être quelque chose de très complexe, mais lorsqu'on est accompagné par les bons professionnels, comme je l'ai dit toujours, ça va beaucoup mieux, c'est fluide. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Rudy. Vous avez le numéro de téléphone, je répète, 514-700-7440. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Donc voilà, merci beaucoup Rudy et merci à tous ceux qui ont pris le temps sur l'heure du midi pour nous rejoindre et rester à l'affût pour une prochaine entrevue bâtisseur d'impact. D'accord. Merci à toi pour l'invitation. Merci aux invités là de- de- d'avoir été là pour nous écouter. Donc, ils peuvent nous écrire, comme je dis, sur le site ou vous aurez toutes Voilà, mes informations. Donc, je le mets dans le chat aussi. excellent. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, les rénovations du point de vue fiscal, bien sûr, bien. Je suis vraiment contente de pouvoir faire un nouveau direct aujourd'hui. On n'en a pas eu depuis le début de l'année. On n'en a vraiment pas eu
souvent. Donc, j'espère que ça va recommencer à une certaine fréquence. On a déjà plein d'experts qui sont prévus pour vous durant les prochains mois. Donc, on attend juste que le tout puisse se réaliser et puisse se dérouler comme prévu. Donc, euh, pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la page de Bâtisseurs d'Impact et peut-être dans le groupe, parce que ça sera diffusé dans le groupe. Et pour tous ceux qui sont également avec nous ici dans le Zoom, j'espère que vous allez bien, bienvenue parmi nous. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle entrevue Bâtisseurs d'Impact. C'est une série d'entrevues où on accueille des experts avec nous. Et aujourd'hui, on a un expert que je vais le laisser. Je vais laisser notre expert se présenter. Mais avant qu'il ne se présente, d'accord, on va se situer un peu et on va dire qu'est-ce qu'on fait par ici. Donc ici, on parle d'immobilier, on parle de finances, on parle d'argent, on parle d'enrichissement, on parle de tout ce qui va faire quoi, grossir vos comptes bancaires. On aime ça. Et on le fait à travers quoi? À travers un véhicule très puissant qu'est l'immobilier. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christelle Guenin, courtière hypothécaire au résidentiel et au commercial. Donc, j'accompagne des particuliers, des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes comme vous à pouvoir acquérir leur bien immobilier au Canada, à pouvoir investir, à pouvoir acheter des immeubles à revenus, à pouvoir acheter leur maison, à pouvoir acheter leur nid douillet, tout simplement. Et c'est ça que je fais au quotidien. Je suis passionnée par l'éducation financière, par la littératie financière. Et pour moi, la fondation, c'est vraiment de bâtir sa prospérité sur des bases solides, des bases financières solides et durables. Donc, c'est ce que je fais. Et on a plusieurs choses qu'on vous met à disposition. D'ailleurs, on a un ImoPut qu'on a fait au début de l'année, qui est un bootcamp sur 3 jours durant lequel on a partagé énormément de choses, des étapes pour acquérir, des stratégies, comment faire la recherche. Et on a encore eu une autre experte, côtière immobilière, qui qui est venue apporter sa touche d'expertise au niveau de la recherche des biens. Donc, on va vous laisser le lien, aller réécouter ce bootcamp-là sur 3 jours. C'était pratiquement 2 heures de pur contenu très intéressant durant tous ces jours-là. Donc, minute publicité terminée, on va passer à notre vrai sujet du jour, qui est un sujet très, très, très intéressant. Et c'est une personne de qualité que je vous amène. C'est une personne avec qui moi-même, personnellement, je fais affaire. Donc, moi, je vous dis, quand je vous amène quelqu'un, c'est une personne avec qui je fais généralement affaire. C'est une personne dont j'ai éprouvé moi-même des services et qui est extrêmement professionnel et doué. Donc, on a avec nous aujourd'hui Rudy Soxipé, qui est CPA, comptable agréé, et je vais le laisser dérouler tous ses autres titres. Donc, Rudy, est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Oui, merci Christelle, merci de me passer la parole, m'inviter aujourd'hui. C'est un plaisir. Avec plaisir. C'est nous qui te remercions. Donc, c'est ça, je me présente, c'est bien ça. Donc, Exactement. ok, c'est ça. Donc, merci pour l'invitation aujourd'hui. Donc, mon nom, moi, c'est Rudy Soxipé, je suis CPA. Avant de commencer, je souhaitais une joyeuse Saint-Valentin à toutes les femmes, à toi, Christelle. Merci. Et En plus, le rose, c'était pour ça, hein. C'est juste que... voilà, c'est ça, exactement. Et je fais un coucou à ma bien-aimée avec qui, justement, on travaille beaucoup dans le domaine de l'immobilier. Donc, je suis comptable professionnel agréé. Ça fait quand même quoi, une quinzaine d'années que je travaille en comptabilité. Donc, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça va faire plusieurs années que je suis au Canada. J'ai d'abord été comptable dans mon pays d'origine et ensuite, j'ai continué dans le même domaine ici. Donc, je suis président des indices comptables CPA. La firme comptable, ça va faire quoi, 6 ans, depuis 2018 qu'elle est créée. Et on offre des services pour des particuliers et des entreprises aussi. Donc, ce sont des services principalement d'impôts pour les particuliers, impôts, planification fiscale, conseil aussi. Et pour les entreprises, ça va être de la comptabilité info-nuagique. On va faire beaucoup d'automatisation pour réduire la charge de travail des entrepreneurs en lien avec la comptabilité, du conseil fiscal, la conformité aussi, donc être en règle avec les taxes, les impôts de fin d'année et tout.
Mhm. Et ensuite, ce qu'on va offrir comme plus, comme bureau de CPA, ce sont des états financiers certifiés, des missions d'audit, des missions de compilation, d'examen et du conseil aussi pour obtenir soit des financements, des subventions, de technologie. Donc ça, c'est grosso modo le côté comptable. Mhm. Donc, comme tu le sais, Christelle, je suis aussi investisseur immobilier. Donc, comme j'ai investi à ma conjointe, on a plusieurs porteurs aujourd'hui. Donc, aussi dans le conseil qu'on fait, on va essayer d'assister nos clients qui veulent investir en immobilier à tirer le meilleur profit de leur argent, quoi. Donc, ça, c'est ce qu'on fait, grosso modo. Excellent. On aime ça, l'optimisation fiscale. On va pas dire évasion, on va dire optimisation. Donc, Voilà. voilà. Merci beaucoup, Rudy. Riche parcours. J'aimerais juste vous dire, pour ceux qui sont avec nous dans le Zoom, n'ouvrez pas vos caméras. Je ne veux pas que vous apparaissiez dans le live, mais vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez des questions. Et je vous recommande de poser vos questions au fur et à mesure pour être sûr qu'on y réponde parce qu'on a un temps limité. À 13 heures, on doit vraiment terminer le direct. D'accord? Donc, allons tout de suite au vif du sujet parce que je sais qu'il y a, les gens se posent des questions, on se demande, OK, sa comptabilité, c'est tout par rapport à l'immobilier, comment ça fonctionne. On va peut-être juste aller déjà au niveau de la comptabilité générale et je te poserai la question pour un néophyte, une néophyte comme moi. Quels sont les différents types d'impôts auxquels je suis assujettie? OK, disons, la fiscalité canadienne est quand même très vaste. Donc, soit dans ma présentation, j'ai oublié de le dire aussi, je fais une maîtrise en fiscalité. Donc, c'est quand même assez lourd comme sujet. Donc, pour résumer, je résumerai en trois types de revenus. Donc, lorsqu'on a des impôts, on peut être imposé sur des revenus salariés. Donc, vous gagnez un salaire et tout. Vous avez un impôt. Il y a des variations qui peuvent, en fonction du type de salaire, des crédits d'impôt pour être admissibles. Vous avez des revenus, on dirait des revenus passifs, là, des revenus d'intérêt et tout ça, revenus locatifs. Donc, on appelle ça revenus de biens sur lesquels vous êtes imposé. Vous pouvez aussi être imposé sur du gain. Ça pourrait être du gain en capital. Donc, du gain en capital soit en lien avec la disposition d'un bien immobilier, des actions et tout. Et vous avez aussi des revenus étrangers. Donc, il y a plusieurs types de revenus et en fonction de chaque type de revenu, vous avez l'impôt qui peut varier, effectivement. Justement, quand on parle de gains en capital, on sait que dans l'immobilier, c'est souvent beaucoup de gains en capital parce Oui, qu'avec c'est les ça, maisons qui prennent de la valeur, exactement, parce qu'en fait, dans le rapport d'impôt, dans le normal rapport d'impôt particulier, tous ces revenus, en fait, sont faits selon un calcul bien déterminé. Par exemple, le gain en capital sur une disposition d'immeuble va être imposé à 50%. Donc, on fait un calcul de ces revenus. Ensuite, ça donne comme un revenu total dans l'année, moins les crédits d'impôt, et on a un revenu imposable ensuite qui va être imposé selon un taux progressif et en fonction de votre situation à vous, il y a des crédits d'impôt. Donc, c'est difficile de dire, OK, on est sujet à tel type d'impôt, il faut, c'est vraiment au cas par cas. oui. Mais je suis curieuse de savoir, est-ce qu'il y a un type, une classe d'actifs qui est le plus imposé ou un type de revenu qui est, qui subit le plus d'impôts? Oui, c'est une bonne question. Bon, déjà, il faut savoir que le système canadien, c'est une imposition qui est progressive. Donc, plus vous gagnez en revenu, plus vous êtes imposé. Euh, Maintenant, ça varie, c'est-à-dire type de revenu. On me dit ça varie. C'est sûr que lorsqu'on a un salaire, on est quand même pas mal imposé, mais ça vient aussi avec des crédits d'impôt. Donc, je dirais, grosso modo, les autres revenus en général sont être imposés dans leur totalité, je vais dire à 100%, mais ça vient aussi souvent avec des crédits d'impôt. Le gain en capital, lui, il va être imposé à 50%. Mais ça, c'est, comme on dit, 50%, c'est le maximum. Est-ce que c'est le maximum qu'on peut avoir? Ou il y a non, pire que disons, c'est 50%? 50% de la valeur. Supposons que vous vendez votre maison, vous avez fait 100 000 de gains, vous avez été imposé sur 50 000. Mhm. Ouais. Mais là, encore, on parle d'un immeuble, comment dire, commercial, je dirais, parce que Oui. si on se retrouve dans un cas où c'est notre résidence principale, on peut aller chercher des exemptions. Aussi, si on a un chalet, par exemple, on peut aussi aller chercher des exemptions pour gain en capital.
Oh, OK. Excellent, excellent. Donc, excellent. Merci beaucoup pour ça. Et si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Donc, comment puis-je optimiser mes déductions fiscales? Parce que j'ai cru comprendre qu'on a beaucoup de déductions fiscales, on a des crédits, on a plein d'affaires. Finalement, on s'y perd un peu. Et en passant, moi, quand je vous parle ici, je parle beaucoup de finances, mais moi, comptabilité, Rudy peut témoigner, je suis très, très mauvaise élève, très mauvaise cliente pour lui. Donc, je dis souvent, moi, je suis dans le futur. Les finances, ça, c'est le futur. Comptabilité, c'est juste voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé et je n'aime pas trop m'attarder dessus. Mais il y a des professionnels pour ça, Dieu merci. Et Mhm. donc, les crédits d'impôt, les déductions, comment faire pour en tirer avantage? Moi, je dirais la meilleure façon d'optimiser ses impôts, c'est de parler à son comptable, son fiscaliste. C'est jamais quelque chose de facile. En fait, c'est un service qu'on offre il faut faire de la planification. C'est sûr que, comme je dis, c'est jamais comme une recette miracle. Là, ça dépend de chaque contribuable. Donc, c'est un service aussi qu'on offre à un indice comptable CPA. La meilleure façon d'optimiser déjà, c'est d'être proactif. C'est-à-dire, c'est pas quand l'année finit qu'on se pose des questions sur est-ce qu'on va payer plus d'impôts. Non, il faut se poser la question en début d'année, faire un budget et faire une planification. C'est comme ça qu'on va savoir, OK, peut-être pour l'année à venir, compte tenu de mon revenu, compte tenu de ma situation, compte tenu des, des actions. Par exemple, je décide cette année de vendre un immeuble, de me débarrasser de certaines actions. J'ai un enfant qui s'en vient dans ma famille ou j'ai un départ du Canada. Comment je planifie ça? C'est vraiment comme ça, avec tous ces éléments, qu'on va s'asseoir avec le comptable ou le fiscaliste pour faire une optimisation. Mais je dirais, quelques idées déjà, c'est déjà d'être bien organisé. Donc, bien organiser ses affaires, sa documentation, sa situation, parce que c'est quand on communique la bonne information au comptable ou au fiscaliste qui peut aller vous chercher le crédit d'impôt. Si j'ai pas d'informations par rapport à, c'est pas un enfant, une séparation ou bien un achat que vous avez fait dans l'année, je ne serai pas capable de mieux vous conseiller. Donc, il faut déjà avoir la bonne information. Et optimiser ses impôts, c'est vraiment très vaste. C'est vraiment en fonction des cas. Si on a un immeuble locatif, c'est savoir, donc s'analyser, OK, le revenu qui Mhm. est généré par cet immeuble, c'est quoi les dépenses qui sont en lien avec ça? Comment je peux aller tirer le meilleur profit de ça? Est-ce que je prends des amortissements ou j'en prends pas cette année? Donc, il y a quand même pas mal de choses à voir. Et aussi, on a par exemple des rayés. À quel niveau je cotise dans mes rayés pour aller comme réduire mes impôts. Donc, c'est ça. Si on parle des crédits d'impôt, est-ce que je suis admissible est-ce que je suis aux études? Est-ce que je peux aller chercher certains crédits d'impôt? Ou étant travailleur, crédit d'impôt pour travail, est-ce que je suis admissible ou pas? Donc, ça peut être des éléments pour aller optimiser ses impôts. Si on a des enfants, il faut voir, OK, est-ce qu'ils ont des activités qui peuvent, on pourrait utiliser les reçus pour faire de l'optimisation. Si on a des enfants plus majeurs qui sont aux études, est-ce qu'il y a un transfert de crédit d'impôt qui peut être fait? Donc, c'est quand même plusieurs éléments à regarder là lorsqu'on veut faire de l'optimisation. Donc, c'est vraiment aller au cas par cas, discuter à son comptable. Ou si on est quand même à l'aise avec l'information, il y a pas mal d'informations qui est aussi sur les sites gouvernementaux, que ce soit Revenu Québec, Revenu Canada. Des fois, si on a des questions, juste en allant sur le site, en tapant des mots-clés, on a quand même beaucoup d'informations. Donc, j'invite les gens des fois à faire des recherches. Souvent, l'information est disponible, donc ça peut être facile dans certains cas de trouver des réponses. Mhm. Dans certains cas, bien sûr. Je me Mhm. souviens, il y a une année en particulier où, quand j'ai fait la transition de mon ancien comptable vers toi, une année où j'ai fait moi-même mes impôts. Et je pense que j'ai passé 2 semaines avec Canada et Revenu Québec au téléphone. Ah, en même temps, c'était fatigant, mais ça a été très intéressant parce que j'ai appris énormément de choses. Je n'arrêtais pas de les appeler pour leur poser des questions. Bien Mhm. sûr, je ne vous recommande pas de faire ça. Je pense que c'est bien plus simple de faire affaire avec un professionnel, mais j'en ai profité pour apprendre pas mal de choses. Oui, c'est ça. Et nous aussi, on apprend, hein. Donc, on n'a pas comment dire ça, on n'a pas la vérité. C'est jamais clair, c'est jamais roux, blanc ou noir. Tu vois. Donc, par exemple, lorsqu'on fait le cours de fiscalité, quand on commence à faire une maîtrise en fiscalité, on se contemple
nécessairement de ce qui est écrit sur les sites, mais on va aller plus loin, les jugements. Et c'est parce que des fois, pour des situations qui semblent similaires, Mhm. lorsqu'on regarde les jugements, par exemple, dans les tribunaux administratifs, on peut prendre des décisions complètement différentes parce que le juge s'est basé sur des éléments. Donc, parce que chaque fois quand dans la loi, il peut y avoir une situation qui n'est pas claire, on va se référer au code civil. On va plus se référer nécessairement au texte de, parce qu'il faut, on va rentrer à la base, se poser la question, OK, lorsque le législateur avait traité cet aspect, ça réfère à quoi? Donc, ça fait que, comment on dit ça, les sources de droit, qui soient la Cour suprême, le Code civil, sont, comment dire, ça sont prépondérants par rapport, par exemple, aux règles administratives. Parce que les règles administratives, en fait, se basent sur la loi pour éditer, pour faire des avis, faire des recommandations. Mhm. Mais si on se retrouve dans une situation où, justement, on sort un peu, enfin, c'est pas clair, on peut bypasser ces règles administratives pour se refaire uniquement la loi, prendre Donc, des décisions. on peut Mhm. avoir un peu de jurisprudence là-dedans. Voilà la jurisprudence et tout. Donc, c'est jamais quelque chose de comme figé là dans le béton. Là, des fois, il faut vraiment interpréter chaque situation. Mhm. Mhm. J'ai une question très intéressante, en tout cas pour moi, qui suis entrepreneur et à la fois travailleur autonome, parce que je suis travailleuse autonome en tant que courtière hypothécaire pour l'instant, Mhm. et je suis chef d'entreprise d'une entreprise incorporée. Quelles sont les obligations fiscales d'un travailleur autonome ou d'un entrepreneur? Bon, disons, sur un plan d'avoir strictement, genre, juste pour recadrer, c'est un plan strictement comme légal, là. Tu as un travail autonome qui est, si on va au niveau du registre des entreprises, c'est une entreprise individuelle. C'est-à-dire ton entreprise et toi, personnellement, vous faites une seule même entité. Et il y a l'entrepreneur qui, lui, a une compagnie, par exemple, incorporée, dont la personnalité juridique est complètement différente de sa personnalité même. Donc, si on prend le cas des travaux autonomes entre individuels, c'est-à-dire votre entreprise à votre nom personnel, déjà, ce qu'il faut savoir que la déclaration pour une telle entreprise se fait au même moment que sa déclaration personnelle. Donc, c'est inclus, c'est le formulaire T21-25. Et déjà, en termes de délai, c'est, par exemple, on a tous les mêmes délais pour payer. Donc, par exemple, payer ses impôts au Canada, que ce qu'on soit travaux autonomes ou salariés, c'est le 30 avril, le délai pour faire le paiement. Donc, on doit déclarer et payer. Pour une personne qui n'est pas travaux autonome, il doit aussi pouvoir faire sa déclaration le 30 avril ou plus tard. Mais pour un travail autonome, par exemple, le délai, ça peut aller jusqu'au 15 juin, si je ne me trompe pas. Je peux encore regarder mes notes, mais ils ont comme un délai un peu plus éloigné pour faire la déclaration, bien qu'ils doivent quand même payer avant le 30. Donc, Mhm. des fois, l'un des problèmes que je vois aussi avec les travaux autonomes, des fois, c'est qu'ils vont se retrouver en fin d'année avec une grosse facture fiscale à payer parce Oui. que il n'y a pas eu de retenue comme pour un salarié en cours d'année. Donc, ce qu'on Ah oui, recommande, oui, ça peut être très salé, ça. exactement, c'est très, très récurrent. Même avec toute la bonne volonté, des fois, je me rappelle au début, quand je commençais avec les clients, je leur disais, OK, euh, lorsque tu te lances en entreprise, crée-toi un second compte où tu vas épargner les taxes, les impôts et pouvoir payer en fin d'année. Mais des fois, c'est très difficile pour un entrepreneur, surtout lorsqu'il est confronté à des enjeux de respecter. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est vraiment de payer des acomptes provisionnels. Donc, on a fait une estimée et comme à chaque mois, chaque 3 mois, essayer de payer ces acomptes-là. Donc, ça sont des choses qui vont éviter qu'on se retrouve une grosse facture fiscale. En plus, les obligations, c'est vraiment pour un travail autonome. Avoir sa comptabilité bien faite, ça, c'est quand même important parce que si vous faites vérifier, ça va être vraiment d'abord basé sur votre comptabilité, la documentation, bien garder ses factures et tout. Euh, des fois, souvent, ce qui va se passer aussi, c'est on mélange beaucoup. Quand on est travaux autonomes, on va mélanger les affaires personnelles et professionnelles. Donc, nous, ce qu'on recommande, même si c'est, comment dire, l'entreprise confrontée à vous, avoir un compte bancaire séparé de vos activités personnelles, compte bancaire, cas de crédit vraiment séparé, ça facilite beaucoup le travail comme ça. Ça fait qu'il n'y a pas de mélange. Et aussi, ne pas confondre les transactions personnelles et professionnelles. Je prends par exemple le cas de
ce qui revient beaucoup, les cas de repas et représentation. Des fois, Mhm. ce sont des reçus qui reviennent beaucoup, mais ce qu'il faut noter, c'est que dans la loi, normalement, les repas, le repas est fait pour le cas où vous faites du développement d'affaires, vous rencontrez des clients. Donc, c'est le repas du client qui, lui, est déductible. Le nôtre ne l'est pas. Donc, il faut quand même faut faire attention à ça parce que si vous dînez avec un client, la facture du client est déductible, mais la vôtre n'est La pas vôtre n'est déductible. pas C'est pour ça qu'on déductible. prend la règle de 50%. Mais encore là, par exemple, si vous prenez un sandwich par vous-même, peut-être à l'occasion, c'est pas, normalement, c'est pas déductible. Donc, souvent, ce sont les petites choses à savoir. Et après, on a par exemple, le kilométrage. Ici, je parle des dépenses des fois qui peut être mise, Problématique. qui peut être Mhm. problématique pour les entrepreneurs. Je prends le cas du kilométrage aussi. Des fois, c'est quelque chose qu'on va constater que c'est pas très clair pour les entrepreneurs. Donc, c'est important de faire, si vous utilisez votre auto pour l'entreprise, pour rencontrer des clients, faire du plan d'affaires, c'est important de faire un suivi. Aujourd'hui, il y a des applications qui existent quand même qui existent, qui permettent d'avoir comme une historique de Est-ce que tu peux parcours. nous donner une idée des applications pour ceux qui peuvent se poser la question? Ah, il y en a beaucoup, hein, qu'on peut taper sur Internet, suivi kilométré, il y en a beaucoup. OK, Mais, poursuivre par le exemple, kilomètre. j'utilise QuickBook, qui est comme le logiciel que j'utilise le plus pour mes clients. Aujourd'hui, ils offrent l'option de faire un suivi de kilométrage avec l'application. Donc, si vous Oh, l'avez pour super, votre comptabilité, ben, vous l'utilisez aussi pour le suivi de kilométrage. Donc, super. il y a ça. Et ensuite, le bureau à domicile, qui des fois aussi, ce sont des charges qui sont souvent difficiles à calculer là. Ouais. Donc, c'est important de bien documenter pour que ça cause pas de problème dans le futur, quoi, pour le comptable. Mhm. OK, OK. Bah, j'ai une question concernant justement les charges de bureau à domicile, parce que Mm. parfois les personnes peuvent se demander qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce qui n'est pas déductible, qu'est-ce qu'on peut utiliser, qu'est-ce qui est admissible comme dépense en fait. Ah, OK. Le bureau à domicile, il faut comprendre déjà que le bureau à domicile, normalement, à la base, c'est admissible dans le cas où vous recevez des clients chez vous ou bien à domicile dans le cadre de votre travail. Normalement, c'est ce que la loi, c'est ça l'esprit de la loi. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le fait qu'on travaille beaucoup à distance, les bureaux, donc il y a comme une petite zone d'ombre, c'est-à-dire il y a des personnes qui vont pas nécessairement recevoir des clients, mais c'est vrai qu'il y a encore des clients virtuels. Donc, ça fait que j'ai pas encore eu une vérification où vraiment on a été clair sur est-ce que parce que je travaille de la maison, c'est complètement déductible. Pour l'instant, on prend la dépense, mais juste il faut comprendre que l'esprit de la loi, quand normalement une dépense admissible à domicile, c'est parce qu'on est capable de recevoir des clients. Mhm. Bon, maintenant, pour le calcul, en général, on va aller vers il y a plusieurs façons de calculer, mais disons, l'une des méthodes, parce qu'il peut y avoir plusieurs méthodes, l'une des méthodes, c'est vraiment aller prendre la superficie occupée par le bureau à domicile et cette superficie-là, le pourcentage, c'est divisé par rapport à la superficie totale. On va l'appliquer aux charges globales de la maison. C'est-à-dire, on va prendre, par exemple, un loyer ou les intérêts hypothécaires dans le cas où on est propriétaire, hydro, Internet, dans toutes les charges fixes de la maison. On va multiplier par le pourcentage d'utilisation. En plus, à ça, on va ajouter des frais directs en lien avec le bureau. Donc, si on a acheté du mobilier du bureau, ça peut être déductible à 100%. Si on a acheté un ordinateur, un fauteuil de travail, on a fait de l'aménagement d'un espace pour le bureau, lui, ça va être déductible à 100%. Est-ce Les que ce autres sont des charges qui charges qu'il sont, faut amortir parce qu'un ordinateur, on va considérer que tu ne vas pas l'utiliser seulement pendant un an. Est-ce qu'il faut amortir toutes ces charges-là? oui, c'est une immobilisation, on peut l'amortir, mais souvent en pratique, ce qu'on va faire, c'est si ce sont pas moi, au niveau de la comptabilité, quand c'est en dessous de 1000 $, même si c'est un ordinateur, ben, on peut réclamer la dépense au total. C'est vrai qu'on peut la moitié là, mais si la valeur n'est pas OK, significative, on peut prendre au complet. OK, d'accord. Mhm. Alors, j'ai Daniel qui a une question. Est-ce que Daniel, vous voulez ouvrir votre micro? Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Oui, ma question était, j'ai levé la main Bonsoir. parce que ma question allait tout droit avec celle de Christelle, la précédente, qui parlait vous avez parlé d'une coopérative et une entreprise de personnes.
Euh, Ma question est celle de savoir, en tant que salarié et qui a un revenu un peu au-dessus de 150 000 $, quel pourrait être l'état juridique de l'entreprise la plus meilleure pour la personne? Est-ce que, en tant que comptable, vous recommanderiez d'avoir une entreprise personnelle, donc unipersonnelle, ou alors une coopérative pourrait être la meilleure? Merci. Donc, ça, tu m'excuses, mais il y a eu quelques coupures. Je ne sais pas si j'étais le seul à... As-tu Je compris pense la que j'ai... question? Daniel, est-ce que vous pouvez juste peut-être répéter rapidement si qu'est-ce qui est meilleur entre quoi et quoi? Quelle, quelle est la meilleure entreprise, quelle est la meilleure forme juridique entre une entreprise personnelle, donc unipersonnelle, et une entreprise coopérative? Par exemple, pour une personne salariée déjà. Une entreprise coopérative. Moi, je sais pas c'est quoi. Donc, Bon, moi, je pense qu'il y avait pas l'incorporation. ok, Oui, une l'incorporation. incorporation, oui. Ok. Mhm. Ouais, ouais, oui, oui, merci Daniel pour la question. Donc, comme, comme tout bon professionnel, on va toujours dire ça dépend. C'est jamais quelque chose de clair, ça dépend vraiment de chaque situation. Mais juste pour vous donner une autre grandeur, moi, en général, si vous ne faites pas beaucoup de revenus, si on n'a pas d'employés, si vraiment votre entreprise, c'est juste vous et que les revenus, par exemple, générés par l'entreprise, vous l'utilisez au complet en fait, pour vos besoins à vous. C'est-à-dire que si vous n'avez pas besoin de fractionner les revenus et tout, en général, dans une telle situation, une entreprise individuelle devrait être correcte. Donc, je prends par exemple le cas dans la construction où c'est pas euh, un, un- comment dirait ça, un conseil financier et tout. Donc, si votre entreprise, c'est juste vous seul, vous n'avez pas d'employé, s'il n'y a pas beaucoup de risques aussi, parce que l'une des choses pourquoi on fait les corporations, c'est pour se protéger de certains risques. Et je dirais une entreprise individuelle, ça devrait être correct. Maintenant, si on commence à faire des revenus importants, on a des actifs, on a du personnel, on a des risques que peut-être qui sont en lien avec l'activité qu'on fait et qu'on voudrait protéger nos actifs personnels. Là, on va aller vers l'incorporation. Mais c'est toujours, comme je dis, une analyse à faire vraiment pour chaque situation. C'est de voir aussi vos projets de vie parce que une incorporation aussi, l'avantage souvent pourquoi on va vers l'incorporation, c'est parce qu'on peut faire par exemple de l'investissement directement via l'incorporation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est entreprise individuelle, on se fait imposer sur tout le revenu qu'on gagne comme travaux autonomes. Alors que dans une incorporation, on peut faire du fractionnement. Supposons que vous gagnez, l'entreprise génère 200, 300 000 de ventes. Vous pouvez décider de vous verser seulement 50 000 de salaire, par exemple. Donc, ça fait qu'en bout de ligne, vous êtes facturé 50 000 et les revenus non imposés vont être comportés dans l'entreprise jusqu'à ce que vous les décaissiez. Donc, ça dépend. Chaque situation a ses avantages, ses inconvénients. Merci. Merci. OK. Donc, merci beaucoup pour votre question, Daniel. On va tout de suite regarder un peu les questions du côté immobilier parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui s'intéressent à l'immobilier de ce côté. Donc, une question vraiment générale, très générale, c'est quoi les avantages fiscaux hein, liés à l'investissement immobilier? Pourquoi quelqu'un investirait dans l'immobilier plutôt que, je sais pas, peut-être dans la bourse ou je sais pas, dans plein d'autres affaires? Oui, c'est une bonne question. Je dirais, des fois, c'est plus une question financière que fiscale parce que euh, quand on se lance en immobilier ou en bourse, souvent, peut-être la première question n'est pas nécessairement la fiscalité, je pense. C'est peut-être plus qu'est-ce qui est comme bon pour moi à long terme en termes de revenus, je pense, et tout. C'est ça, c'est mon point de vue. Mais c'est sûr que l'immobilier a plusieurs avantages déjà. Donc, se lancer en immobilier, déjà, il y a des avantages, comment on peut dire ça, d'office qu'on peut aller chercher. Donc, si vous avez une résidence principale, comme j'ai dit au début de mon propos,
vous allez chercher une exonération en gain en capital que vous n'aurez pas, par exemple, si vous achetez des actions. Donc, vous avez une maison principale dans laquelle vous avez vécu et demain, vous décidez de la vendre, ben, vous ne payez pas d'impôt dessus parce que Mm. c'est votre résidence principale. Aussi, en immobilier, tant que vous n'avez pas vendu, vous ne payez pas d'impôt. Ouais, tant que vous n'avez pas vendu, vous ne payez pas d'impôt. Donc, la valeur de la maison peut augmenter, diminuer, ainsi de suite. Vous ne payez pas d'impôt. J'ai une question. Oh, oui, vas-y. Est-ce qu'on paye de l'impôt sur au niveau du changement du droit d'usage? Oh bon, oui, ça c'est autre chose. Hey, tu vois, je suis une On, bonne élève. voilà, exactement. Non, non, ouais, c'est ça, la notion du droit d'usage, en fait, c'est si on décide de soit occuper une maison à titre de résidence principale ou on veut déménager d'une maison qui était notre résidence principale. Donc, parce que quand il y a changement du droit d'usage, souvent, vous déménagez de votre maison et vous la mettez en location. C'est un changement de droit d'usage. Ou vous quittez d'une autre maison pour une nouvelle, c'est un changement de droit d'usage. Une nouvelle qui était en location avant, et là, vous l'occupez à titre de résidence principale, ça devient un changement de droit d'usage. Donc là, la législation demande à ce qu'il y ait une disposition présumée de la maison et paiement d'impôts. Mais pour éviter cela, il y a des règles à respecter, il y a un document à compléter comme envoie au gouvernement pour demander un report de cette imposition. Donc le coût soit imposé immédiatement lorsqu'il y a changement de droit d'usage. Donc ça se fait. Mais si on revient à la première question pour les avantages, j'avais parlé des exonérations de gains en capital. L'immeuble aussi, tant que vous ne l'avez pas vendu, vous ne payez pas d'impôt. Contrairement à la bourse, par exemple, où si vous avez des actions qui ne sont pas dans des comptes enregistrés, la variation, s'il y a une plus-value, vous pouvez être imposé sur cette plus-value-là. Vous allez recevoir un formulaire du gouvernement. Donc, tant que vous détenez des fois des variations, c'est pour ça qu'il est recommandé d'investir peut-être dans des véhicules comme le CELI ou le REER ou le CELI App qui est venu dernièrement, qui, eux, sont des véhicules qui permettent qui viennent avec des avantages fiscaux. Ça veut dire que si j'investis à la bourse, mettons, j'achète pour 100 000 dollars d'actions et à la fin de l'année, je suis rendu à 150 000 de valeur, je suis imposé sur les 50 000. Même si l'année suivante, mes actions chutent à 25 000, il reste plus rien. Je suis quand même imposé sur ça. Ça dépend. Il y a des fonds où vous recevez des relevés des T5. Oui. En fait, c'est quoi? Quand vous investissez en bourse, vous pouvez acheter des actions, vous pouvez acheter des obligations, vous pouvez acheter plein de choses. Donc, ça dépend, c'est qu'est-ce qui est dans les fonds. En général, ce sont des actions. Oui, c'est vrai que la variation, des fois, dans certains fonds, va pas être imposée. Donc, vous allez avoir une valeur qui varie. Puisque vous n'êtes pas disposé, vous allez juste avoir l'information par rapport à la valeur. Mais il y a des actions où vous avez des dividendes qui vont être Ah oui. reçus. Oui, Donc, oui, à c'est ce vrai. moment, c'est imposé. Mais c'est vraiment, comment dire ça? C'est avec l'institution financière, des fois, qu'on va savoir, parce qu'on reçoit des relevés. Des fois, on reçoit des relevés, on ne sait même pas ce que c'est. On sait que, ben, voilà, on a aussi un relevé où on doit payer, c'est pas, vous avez- vous recevez un relevé avec 10 000 de revenus, un 15 000, ça dépend, et Ça. c'est Même ça si le j'ai un montant. fonds en particulier, là, j'avais perdu de l'argent, mais à la fin de l'année, on m'envoie relevé, je dois payer de l'impôt. Je suis comme, c'est quoi cette affaire? Bon, bref, Ouais. je comprends pas toujours, mais Peut-être bon. ça peut être des dividendes, des revenus d'intérêt, ça dépend. Au niveau financier, c'est vraiment tout un autre domaine là qu'il Ouais. faut voir. OK. Donc, c'est ça, oui. On était au niveau des avantages liés à l'investissement immobilier, des avantages fiscaux, en tout cas. Mhm. Oui, c'est ça, j'en ai cité deux, dont Oui. l'exemption, euh, le- le- l'imposition, c'est vraiment la disposition qui sont possibles. Vous pouvez aussi aller chercher des déductions dans des dépenses. Donc, vous entretenez votre immeuble et tout. Tant que ces dépenses sont en lien avec l'immeuble, oui, c'est déductible. Donc, ce sont les avantages qu'on peut aller chercher. Donc, c'est ça, le gain en lui-même sont imposés à la disposition, imposé à 50%. Donc, c'est aussi un avantage là. C'est ça, vous pouvez prendre des amortissements. Donc, si l'immeuble locatif, parce que tu ne peux pas le prendre sur, si l'immeuble locatif
vous avez un résultat positif en fin d'année, vous pouvez aller chercher, prendre de l'amortissement pour réduire ce revenu-là. Donc, il peut y avoir comme ça plusieurs stratégies. Après, maintenant, il y a d'autres stratégies un peu plus élaborées comme le MAPA, la mise à part de l'argent qui peut être utilisée pour vraiment bénéficier de la déduction des intérêts là, sur notre maison principale. Parce que normalement, l'intérêt sur la résidence principale n'est pas déductible. Mais avec la stratégie à MAPA, on peut, comme, de façon indirecte, aller chercher une déduction d'intérêt. Donc, c'est ça, c'est un peu ça, quelques stratégies. Là. Oh, nice. Intéressant, intéressant. Donc, je sais pas s'il y a des questions dans le... Oh my God, j'ai oublié de regarder s'il y avait des questions dans Facebook, mais je vais y aller. Mais vu que tu parlais tantôt de capital, d'intérêt, j'ai des personnes qui se demandent souvent, mais comment est-ce que je vais faire pour payer de l'impôt alors que n'est pas rentable? Et moi, de ce que je sais, c'est que ben, le gain, en tout cas, quand tu rembourses ton, ton paiement hypothécaire, tu as la partie capitale, tu as la partie intérêt. Et donc, la partie capitale n'est pas déductible, il me semble. Donc, il se pourrait Oui, bien que exactement, ton c'est ça. immeuble ne soit pas rentable, mais que tu payes quand même de l'impôt. Oui, oui, c'est ça exactement. Donc, ça Donc, arrive est-ce que tu peux beaucoup de expliquer fois. un peu la déduction des intérêts? OK. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le paiement que vous avez à chaque mois pour votre hypothèque, il y a une portion qui est capitale et une portion intérêt. Quand nous disons comme une portion capitale, c'est vraiment un peu comme de l'épargne qu'il faut voir. C'est comme si c'est votre argent que vous prenez, vous mettez dans un compte d'épargne. Mais dans d'autres cas, c'est de l'argent qui va rembourser une dette. Donc, c'est un peu que c'est l'argent que vous avez pris, mais que vous remettez. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une charge. Alors que l'intérêt, ça, c'est comme la facture de la banque. C'est-à-dire, OK, sur la dette que tu leur dois, ils vont faire un calcul de l'intérêt, donc selon le taux d'intérêt qui est en vigueur. Et ça va être comme une facture mensuelle ou annuelle qu'ils vous font payer à chaque mois. Or, cette facture-là, donc cet intérêt-là, lui, ça va être déductible. Donc, on peut avoir des situations, on paye beaucoup supposons, dans l'année, vous avez payé, c'est pas moi, 30 000 en termes de paiement hypothécaire. Mais peut-être dans ces 30 000-là, les intérêts, c'est peut-être juste 10 000. Donc, ça fait que quand vous avez fait votre état financier, donc, si on prend, supposons les revenus de l'immeuble sont de 25 000. Donc, si vous prenez 25 000 moins le 30 000 de paiement hypothécaire, vous êtes déficitaire, vous avez moins 5 000. Il faut que vous sortiez de l'argent de votre poche pour compléter les paiements hypothécaires. Mais cependant, quand vous faites vos états financiers, ça va être 25 000 moins le 10 000 d'intérêt, c'est pas moins le 30 000. Donc, ça fait que C'est finalement, ça. vous avez un 15 000 de net sur lequel il faut payer de l'impôt, bien que vous avez payé plus d'intérêts que les revenus encaissés. Donc, il y a la notion de trésorerie et la notion de rentabilité. Là. Intéressant. Et Mm. bon, ce qui peut être un peu intéressant de ces temps-ci avec les taux élevés, les gens se plaignent des taux élevés, mais parfois les taux élevés, c'est pas si pire. Ça peut être un mal pour un bien parce que ça fait plus d'intérêt à déduire. Oui, c'est sûr, ça fait plus d'intérêt à déduire. Ça fait mal dans les poches là, de payer plus en intérêt qu'en capital, mais bon, sur le point de vue fiscal, on va chercher une bonne déduction. Pour des gens qui ont des hauts revenus encore, ça peut être intéressant parce que ça représente à peu près, ça peut facilement représenter 30-40% d'économie, c'est-à-dire l'impôt qu'on aurait payé sur ce revenu-là. Donc, c'est, ouais, ça peut être un aspect positif, Ben, effectivement. pour un bien. Donc, j'ai une question ici de Cara qui demande, concernant un immeuble locatif à 100% et qui par la suite devient notre résidence principale, y a-t-il une imposition sur le gain en capital au moment de la vente? Donc, c'était locatif à 100%, ensuite, elle habite. Est-ce qu'il y a une imposition sur le gain en capital à 100, sur le gain en capital au moment de la vente? Ah oui, parce que le calcul qui se fait, en général, si on a pu occuper l'immeuble pendant toute la durée, à titre de résident principal pendant toute la durée de la détention, on va pas payer d'impôt. Mais si pour, pendant une certaine période, on l'a mis en location, oui, parce qu'à ce moment-là, le gain en capital, on va calculer un gain en capital annuel moyen
Et c'est lui qui va venir et c'est ce calcul-là supposons que vous avez détenu la maison pendant 10 ans. Sur les 10 ans, vous avez occupé pendant 6 ans comme résidence principale. Donc, ça fait qu'il y a 4 ans que vous l'avez eu en location. Donc, on va calculer le gain en capital, on va le diviser en 10, donc trouver le gain en capital moyen sur les 10 ans et multiplier par 4. Dans les 4 années où vous l'aviez en location, à ce moment-là, on va payer de l'impôt là-dessus. Aussi, quelque chose qu'on regarde, là, quand tu discutes avec le fiscaliste, parce que si vous occupez un résident principal et que vous avez une résidence secondaire, sachez qu'il y a un seul des immeubles qui va avoir gain en capital. Donc, des fois, qu'est-ce qu'on va faire avant, d'aller chercher l'exonération? C'est toujours important de regarder lequel des immeubles génère le plus de gain en capital. Donc, souvent, les personnes vont vouloir rapidement bénéficier des exemptions maintenant, alors que, par exemple, ils ont un chalet qui prend plus de valeur que leur maison résidence principale. Donc là, ils disposent de la maison résidence principale, ils décident de prendre l'exonération, mais ils oublient que peut-être dans 1 ou 2 ans, lorsqu'ils vendront le chalet, ils vont payer plus d'impôts sur le chalet qu'ils n'auraient payé sur la résidence principale. Donc, c'est souvent un calcul à faire. Donc, si vous vous rendez compte que votre résidence secondaire, chalet, par exemple, a plus de valeur que la résidence principale, donc des fois, bien que c'est votre résidence principale, ça vaut la peine de payer l'impôt là-dessus. Et plus tard, lorsque vous vendrez votre chalet, parce que vous l'occupez souvent à titre, c'est votre résidence secondaire, vous pouvez aussi aller chercher les pensions, vous prendrez les pensions sur le chalet. Oh, c'est intéressant cette nuance-là. Il faut Mhm. vraiment analyser, faire une analyse globale de son portefeuille. Euh, Exactement. avis à mes amis investisseurs avec beaucoup, beaucoup d'immeubles. Donc, j'ai une question. Je sais que le temps court, mais j'aimerais pas qu'on finisse sans parler de REER, CELI, CELIA, parce que ce sont des produits accessibles à tout le monde et parfois les personnes ne comprennent pas quelle est la différence entre ces trois produits-là. Est-ce que tu peux Mhm. nous en parler un peu plus? Donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que les CELI, CELI A, REER et d'autres aussi qui existent, ce sont des véhicules financiers. Ce ne sont pas des produits en tant que tels, mais ce sont des véhicules. C'est-à-dire, si vous allez investir en bourse, vous pouvez investir dans le même fonds, soit directement, soit à travers un REER. Et pourquoi on va vers ces comptes-là? C'est parce que ce sont des comptes qui sont des comptes enregistrés. Donc, ils sont tous enregistrés auprès du gouvernement, qui viennent avec des avantages. En général, ils sont rattachés avec des avantages fiscaux. La différence bon, je prends grosso modo parce que on peut aller dans les détails. Un REER, lui, l'idée, comment dire ça, la conception du REER, c'est vraiment fait pour la retraite. Donc, ce qui fait que le montant qu'on met qu'on vient d'investir via un REER, donc, c'est parce que, comme je dis, le REER, c'est pas un produit, Oui, c'est un véhicule. un véhicule. Voilà, l'investissement qu'on va faire via le REER, c'est l'argent qu'on aura investi via le REER, lui va être déductible de notre déclaration. Mais il y a une limite de 18% des revenus, donc il n'y a pas tout ce qu'on met, mais l'argent qu'on va mettre dans le REER va être déductible dans notre déclaration et va être imposable au retrait. Donc, l'objectif, c'est de garder cet argent jusqu'à la retraite. Si on l'a retire avant, tous les revenus sont imposés à 100%, puisqu'on l'avait déjà déduit. Donc, on va recommander de garder jusqu'à la retraite. Et lorsqu'on prendra la retraite, c'est le transfert dans un autre fonds qu'on appelle un FAI. Donc, à 70 ans, je pense que c'est ça, 70 ans, si je ne me trompe pas, on n'a plus le droit d'avoir un réel. Il faut le transférer dans un FAI pour pouvoir le retirer de façon progressive. Donc, c'est ça le réel. Le CELI, lui, il est conçu vraiment pour des gens qui veulent tirer le profit de leur investissement à court terme. Donc, c'est pas fait pour la retraite, c'est vraiment fait pour le court terme. Donc, ce qu'on va investir, par exemple, en bourse ou n'importe quoi via notre CELI, lui va être exonéré d'impôts. Donc, les retraites à ce moment sont exonérés d'impôts. Donc, quel que soit le gain que vous réalisez, vous ne payez pas d'impôts. Et ça aussi, c'est une limite. Le réel, lui, il avait une limite de 18% de revenus. Le CELI a une limite je pense qu'on est rendu à 7 000, là, si je ne me trompe pas. Là, je peux regarder mes notes, mais c'est Oui. comme une On dirait limite. que chaque année, ça change un tout petit peu. Voilà, il y a une limite annuelle cumulative. Donc, je pense qu'on est rendu cumulatif. Je pourrais regarder, on est rendu quand même. Petite question que certaines personnes pourraient se poser. Si je sors l'argent du CELI, est-ce que non. Si je cotise au CELI et que je ressors cet argent, je peux quand même récupérer la place que j'ai sortie. Est-ce que le REER, ça fonctionne de la même façon?
Exemple, j'avais cotisé 10 000 oreillers, je sors 10 000, est-ce que je peux recotiser pour ce même 10 000? Non, non, le réel, non. La seule façon de garder ça, c'est de faire ce qu'on appelle un RAP. Donc, lorsqu'on fait un RAP, là, on peut rembourser la portion d'argent qu'on a retirée. On a retiré. Le Mais RAP, pour si ceux on qui ne savent retire, pas. voilà, si on retire un réel d'un coup, on perd cette capacité-là qu'on avait à cotiser pour ce montant. C'est comme si c'était utilisé, on ne peut pas le réutiliser une deuxième fois. Mhm. Mhm. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi le rap? On se dit rap, tu es en train de rater. Le rap, Oui, c'est quoi? c'est tout un autre sujet. C'est vrai il y a pas mal de sujets à dire là, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dire aujourd'hui. Mais Mais rapidement, au moins, c'est quoi un rap? oui, le RAF, c'est du régime d'accès à la propriété. Comment dire, c'est une option, c'est une facilité donnée qui est accordée aux premiers acheteurs principalement, ou dans certaines conditions, les gens qui ont acheté, mais qui sont restés plusieurs années sans immeuble. Donc, ça permet en fait d'aller dans ces REER, retirer une portion du REER sans être imposé là-dessus. Mhm. Donc, en général, c'est recommandé pour des premiers acheteurs pour les aider à faire leur mise de fonds. Donc, moi, je recommande aux gens de le faire. Là, c'est quand même un bon avantage de retirer cet argent sans impôt. Mais on a 10 ans pour le rembourser. Mhm. Donc, on peut retirer soit pour acheter un premier meuble ou aussi pour les études. Donc, souvent, les gens ne le savent pas. Si vous retournez aux études à temps plein et que vous avez un RAP, vous pouvez être admissible à RAPer. Donc, je pense que c'est un maximum de 20 000. Et le RAP, je pense, c'est un maximum de 35 000. 35, oui, 35 000. Ouais. Mhm. Donc, CELI, on connaît la différence entre le CELI, entre le REER. Maintenant, le CELI-app, c'est quoi cette petite Le bébite-là CELIAP, qui est née l'année dernière? voilà, c'est une nouvelle tendance, je dirais. Là, c'est quand même un bon, je ne voulais pas dire produit, mais c'est un bon véhicule parce que ça combine les avantages du CELI et du REER. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on met la cotisation qu'on mettait dans un CELI peut être déductible dans votre rapport d'impôt, mais le retrait, lui, va pas être imposable, comme dans le cas du CELI. Donc, c'est ça le gros avantage. C'est disponible uniquement aux premiers acheteurs aussi. Je pense un maximum de 40 000 avis et on est rendu à, je pense, 8 000 par année actuellement. Dans une année, vous pouvez cotiser maximum 8 000. Donc, ça a commencé l'année dernière. Donc, ça veut dire qu'actuellement, les gens pourraient cotiser maximum 16 000. Donc, plus le temps va aller, on va augmenter, mais ça va être plafonné à 40 000 qu'on peut Mhm. utiliser. Donc, lorsqu'on a mis l'argent dans le CELI avec qu'on le retire, il faut savoir que le retrait aussi, il faut qu'il soit utilisé pour une mise de fonds d'une maison. Parce que s'il n'est pas utilisé pour une maison, ça se peut que vous soyez imposé là-dessus. Mhm. Parce qu'il faut que c'est le réel, on appelle ça un retrait, il faut que ça soit un retrait admissible. Oui. Fait que, merci. On pourrait en dire plus. Je sais que ton temps est limité. Ouais, Euh, c'est la période des impôts, là, ça fait que beaucoup de travail actuellement. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Rudy. On va vous laisser ses coordonnées ici. Et si vous tapez son nom là, indice comptable CPA, indice CPA comptable ou comptable Mhm. CPA. Oui, Bref. ma question, permet, j'ai pas levé la main. Oui, Bruno, vas-y, vas-y. Ma question, c'est de savoir si j'achète un Plex en utilisant le CELI app et que finalement je l'applique pas, quel est le risque pour moi? Mais si j'achète comme propriétaire qui doit occuper le logement. Hmm, je dirais que c'est une bonne question à discuter avec votre banquier ou votre courtier. C'est-à-dire moi. Voilà. Et il y a des choses, je ne veux pas dire, il y a des Il y choses a à des choses qu'on ne peut pas considérer. dire publiquement. Exactement. Je pense qu'il faut discuter, mais la règle, c'est que ça doit être votre résident principal. Normalement. Mais c'est mieux de discuter avec votre courtier pour qu'il vous donne des options. Oui. C'est ça. Et en Mhm. fait, je dirais même au-delà du courtier ou du banquier, c'est vraiment, vraiment quelque chose à valider. Comment dire, c'est pas, tu vas pas discuter avec le gouvernement, tu vas pas négocier avec eux, les règles sont claires, mais il Voilà, c'est ça. faudrait comme les appeler pour demander un peu c'est quoi les risques
Donc, En fait, là, les nous, règles on sont connaît claires, les en fait. risques, mais c'est sûr qu'on ne peut pas en parler. Parce qu'on ne veut pas contourner les règles, là, mais C'est ça. quand vous discutez avec la banque, ils peuvent trouver un moyen de vous accommoder. Mais la règle, c'est qu'il faut que l'argent que vous sortez de votre CDA vous aide à acheter une maison que vous voulez habiter habituellement. Je ne sais pas si c'est clair, la réponse. Oui, Oui, merci. Je suis en voiture en même temps, c'est pour ça. Merci. De rien. parfait. Fait que j'ai plein d'autres questions, mais on va peut-être faire une deuxième séance. On va voir. On va te Ouais, c'est vrai qu'on laisser. avait beaucoup de questions là à traiter, mais le temps fait défaut un peu. Attends, tu as juste une petite question. Est-ce que si j'achète mon immeuble et je fais du locatif et j'habite là aussi, quel est le pourcentage des impôts que je paye? Ça, je pense que la réponse sera rapide. Oui, en fait, c'est une situation qu'on voit régulièrement. Là, en fait, on doit toujours faire comme un partage du revenu, même pas du revenu, des dépenses entre la portion que toi tu occupes comme propriétaire occupant et les revenus locatifs. Donc, lorsqu'on fait sa déclaration en fin d'année, les revenus locatifs vont être comme considérés à 100%. Les parties, les dépenses directes liées à ce logement aussi vont être déductibles à 100%. Mais les autres charges qui sont comme des charges communes à l'immeuble, eux, il faut faire un prorata d'occupation aussi. Si c'est un duplex, vous occupez 50-50%, bon, ça, c'est 50-50% des dépenses. Si vous avez occupé un appartement dans un quadruplex, ben, ça va être un cas. Donc, quand il parle des dépenses communes, c'est principalement les taxes foncières, les intérêts sur l'hypothèque, hydro, si vous n'avez pas fait une séparation des compteurs, ça va être des assurances aussi. Donc, c'est ça. Mhm. Merci beaucoup. Merci, Rudy. Je n'aimerais pas qu'on termine sans que tu ne laisses tes coordonnées. Comment faire pour te rejoindre pour ceux qui auront d'autres questions? Oui, c'est ça. Donc, la firme, comme je dis, c'est Indice Comptable CPA. Vous pouvez aller sur notre site. Là, vous avez toutes nos informations www.indicecomptablecpa.com. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou mon équipe en allant sur le site. Euh, Actuellement, c'est la période des impôts. Je pense qu'on a bâti comme un formulaire d'intérêt pour des personnes qui veulent faire leurs impôts avec nous. Je pourrais partager le lien dans le chat. Mhm. Donc, si vous cherchez encore un comptable et tout, vous pouvez nous contacter. On va pouvoir vous aider. Donc, on a fait un formulaire d'intérêt. Vous mettez juste votre nom, adresse courriel et nous, on va vous enverra les informations là pour faire vos déclarations. Vous pouvez aussi Est-ce- m'écrire directement. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un vous numéro de téléphone auquel vous rejoindre, enfin la firme? Oui, plutôt sur le site, mais le numéro de téléphone, c'est 514-700-7440. Ça, c'est le numéro général. Excellent. Donc, avec ça, vous allez me joindre directement ou bien l'adjointe de l'entreprise. Excellent, excellent. OK. Donc, merci beaucoup. Vous avez toutes les informations ici dans le chat et on va les mettre aussi sur Facebook. Je sais que la Ouais. comptabilité, ça peut être quelque chose de très complexe, mais lorsqu'on est accompagné par les bons professionnels, comme je l'ai dit toujours, ça va beaucoup mieux, c'est fluide. Donc, n'hésitez pas à rejoindre Rudy. Vous avez le numéro de téléphone, je répète, 514-700-7440. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Donc voilà, merci beaucoup Rudy et merci à tous ceux qui ont pris le temps sur l'heure du midi pour nous rejoindre et rester à l'affût pour une prochaine entrevue bâtisseur d'impact. D'accord. Merci à toi pour l'invitation. Merci aux invités là de- de- d'avoir été là pour nous écouter. Donc, ils peuvent nous écrire, comme je dis, sur le site ou vous aurez toutes Voilà, mes informations. Donc, je le mets dans le chat aussi. excellent. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, les rénovations du point de vue fiscal, bien sûr,